Bonjour. Bonjour. À tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence en ligne sur rénovation et plan de relance. Cette conférence en ligne est co-organisée avec la DREAL Grand Est, le CEREMA Est, l'AQC, en partenariat avec l'Association des maires et présidents Communauté des Vosges, maire de Meuse, l'UNAT, et toujours avec le soutien de Climaction, de l'INSA, de la FSB et du programme FAIR. Pour rappel, cette conférence est actuellement enregistrée pour être rediffusée sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver votre caméra et n'oubliez pas de couper votre micro à l'entrée pour ne pas gêner les intervenants avec des bruits parasites. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander une attestation de présence en m'envoyant un email à lisonvedi@envirobatgrandest.fr ou en inscrivant votre nom, prénom, adresse email et votre demande dans le fil de discussion de la conversation Teams. Envirobat Grand Est, c'est un centre de ressources de la région Grand Est, donc avec 4 antennes, une à Reims, Saint-Dizier, Nancy et Strasbourg. Je fais partie de celle de Saint-Dizier, je suis Lison Védy, et puis voilà, mes homologues aujourd'hui, Katharina Brochked, Myriam Seni, font l'antenne de Strasbourg. Nous sommes membres du réseau national de l'ADEME et du plan bâtiment durable, donc le réseau bâtiment durable. Nous organisons Aïe. Il y a des coupures. On t'entend couper. des conférences. Disons, si tu nous entends, ça coupe. Ça coupe. Bon, ben, je reprends. D'accord. Est-ce que là, c'est un peu mieux? C'est un peu mieux. Un peu mieux. Dans ce cas-là, je vais parler un petit peu plus doucement. Vous pourrez participer le 28 juin à une série de webinaires sur la qualité de l'air intérieur organisée par la DREAL, le CEREMA et Envirobat Grand Est. Et vous pourrez aussi, bien sûr, participer au Congrès international du bâtiment durable que l'on organise cette année, le 6, 7 et 8 octobre, en semi-présentiel. Aujourd'hui, notre conférence traite de la rénovation et du plan de relance. Donc, le programme actuel, c'est donc une première partie présentée par Michel Huébert de la DREAL Grand Est sur les dispositifs de relance et enjeux. Je vous invite à couper vos micros, s'il vous plaît, en rentrant dans la salle. Merci bien. Ensuite, la deuxième partie sera faite par Katharina Brochked, mon homologue de Strasbourg, qui présenterait une méthodologie pour une rénovation durable. Puis, en troisième partie, nous verrons avec Julien Borderon du CEREMA Est et Bertrand Chauvet de l'AQC les points de vigilance pour une rénovation réussie. Nous finirons par répondre à vos questions. Je vous invite donc, pour le confort de tous, à éteindre vos micros si ce n'est pas encore fait et à couper votre caméra si vous le souhaitez, puisque cet événement est enregistré. Ensuite, nous reprendrons après une pause de 10 minutes et vous pourrez aller dans vos sous-groupes respectifs auxquels vous êtes inscrits. Le premier, hébergement de tourisme, le second, bureau et le troisième, bâtiment d'enseignement, sur Zoom, Ring Central ou Teams, sachant que pour le sous-groupe bâtiment d'enseignement qui se déroule sur Teams, c'est le même lien. Vous pourrez rester connecté. Voilà. Ma collègue Myriam Seni pourra vous remettre les liens de connexion dans le fil de discussion. Voilà. Et nous pouvons commencer. Je laisse la parole à Michel Huébert pour qu'il nous présente les dispositifs de relance et les enjeux. Oui, bonjour à tous. Donc Michel Huébert de la DREAL Grand Est, direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
Et donc, moi, je suis en charge du pôle construction bâtiment durable au sein du service qui s'appelle Transition énergétique, logement et construction, donc au sein de ce service déconcentré de l'État. Donc, quelques éléments introduits. Partager ton... Pardon, Est-ce qu'on voit mon... Non, pas encore. Ah. Est-ce que tu pourrais mettre ta caméra? Comme ça, et partager ta présentation. La caméra déjà. Oui. Et par contre, donc le partage, ça marche pas là? Pas encore, non. Et là? Oui, chez moi, c'est bon. D'accord. Moi, je ne l'ai pas encore, mais si tout le monde le voit, mis à part moi, on peut commencer. C'est bon. Katharina, tu le vois aussi? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, parfait. Voilà, ben, merci. Oui, donc quelques éléments introductifs donc, pour rappeler déjà effectivement rapidement le panorama des dispositifs d'aide dans le cadre du plan de relance, hein, qui est une formidable opportunité pour massifier le nombre de rénovations énergétiques. Et dans le cadre effectivement de cette introduction, partager aussi quelques réflexions sur les enjeux, mais aussi les risques, hein, parce que on est effectivement dans une logique où il va falloir rénover rapidement, hein, et intégrer aussi un certain nombre d'enjeux nouveaux, hein, comme l'adaptation au changement climatique, le bilan carbone, et puis partager aussi quelques réflexions par rapport à l'innovation, hein, puisque nous appelons nos voeux aussi que le plan de relance puisse être un terreau pour permettre l'innovation. Donc voilà, c'est une diapo qui présente globalement les dispositifs spécifiques relance, hein, qui sont pour la plupart d'entre eux adossés à des dispositifs de droit commun plus pérennes qui eux-mêmes ont été mis en place et confortés dans le cadre du plan de rénovation énergétique des bâtiments qui a été mis en place par le gouvernement depuis 2018. Donc, comme vous pouvez le voir sur la diapo, l'ensemble des segments du parc de logements et de bâtiments bénéficie de ces fonds relance qui s'élèvent à environ 7,5 milliards au global. Donc, au niveau des logements, sont concernés tous les logements, hein, les logements privés, individuels et collectifs, les copros aussi. Et donc l'accompagnement des ménages a en parallèle été renforcé par la mise en place du programme SAR, service d'accompagnement à la rénovation énergétique piloté par la région Grand Est. Et dans le cadre du plan de relance, ce qui a surtout été conforté, c'est le dispositif de MaPrimeRénov', hein, qui marche bien et fort, et donc qui a été renforcé à hauteur de 2 milliards d'euros. Concernant le parc social, les dispositifs d'aide de droit commun comme l'éco-PLS, les aides régionales de Climaction ou européennes via le FEDER se poursuivent, et dans le cadre du plan de relance, ce sont voilà, des dispositifs spécifiques qui ont été mis en place pour aider à la rénovation lourde des logements sociaux très énergivores, et un dispositif particulier, un appel à projet qui s'appelle MassiRéno, qui vise aussi à faire de la rénovation très performante en faisant appel à voilà, des dispositifs un peu innovants en matière d'industrialisation. Concernant les bâtiments privés des TPE, PME, là, effectivement, c'est vraiment un dispositif spécifique dans le cadre du plan de relance, un crédit d'impôt de 30% pour les travaux de rénovation énergétique qui est actuellement à l'œuvre. Et en parallèle, dans le cadre du programme SAR, a également été mis en place un accompagnement pour la rénovation de ce qu'on appelle le petit tertiaire, hein, donc les petits locaux commerciaux ou autres de moins de 10 salariés. Merci.
sur la partie bâtiment public, donc on y reviendra de manière plus détaillée hein, dans le cadre des ateliers sur l'enseignement et sur les bureaux. Mais voilà, de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que là, effectivement, il y a différents dispositifs qui existent, qui ont été boostés dans le cadre du plan de relance. L'enjeu, c'est bien sûr de réussir à articuler au mieux ces différents dispositifs afin que les collectivités notamment puissent bénéficier d'un maximum d'aide publique dans le cadre du plan de relance. Pour ce faire, avec l'ADEME et la région, la Banque des territoires, nous avons émis une petite fiche conseil hein, qui est disponible sur notre site internet, mais qu'on pourra aussi mettre dans le chat tout à l'heure. Qui permet d'accompagner les collectivités, les opérateurs publics afin qu'ils puissent effectivement maximiser hein, l'ensemble des dispositifs d'aide de droit commun comme les aides régionales Climaction, le nouveau dispositif d'aide proposé par ACTE, les aides de la Banque des territoires, la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL de l'État qui est distribuée par les préfectures et qui a été largement abondée dans le cadre d'une enveloppe spécifique relance. Et bien sûr, pour l'ensemble de ces opérations et je dirais pour l'ensemble aussi des autres aides qu'on a évoquées tout à l'heure, il y a bien sûr aussi un enjeu à bien s'organiser pour mobiliser les certificats d'économie d'énergie. Et là aussi, on verra que des accompagnements sont possibles hein, dans le cadre des ateliers. Alors, quels sont finalement les enjeux principaux qu'il convient d'essayer de concilier au mieux dans le cadre de ces rénovations du plan de relance. On a bien sûr une exigence de délai hein, qui est très forte, hein, notamment dans le cadre des appels à projets aussi pour les bâtiments de l'État dont je n'ai pas parlé, mais pas que, hein, pour l'ensemble des aides du plan de relance. Il y a bien sûr une conditionnalité qui est d'aller vite, puisque l'objectif par nature, c'est d'injecter rapidement des crédits dans l'économie, ce qui nécessite pour les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre de comprimer encore plus à l'ordinaire les délais qui sont consacrés à la phase conception des projets. Et donc, il est bien entendu important que cette accélération des process ne se fasse pas au détriment de la qualité technique des projets ou de la qualité environnementale. Et donc, les maîtres mots hein, sont bien sûr dans ce cas d'être agile, d'anticiper et de pouvoir s'appuyer sur des accompagnements, des référentiels techniques bien identifiés, bien maîtrisés. Il s'agit aussi d'inscrire hein, les projets dans le moyen long terme. Hein. Typiquement, on a deux types hein, on va dire de projets dans le cadre du plan de relance. On a des rénovations partielles, hein, des actions dites à gain rapide qui consistent à effectuer un bouquet de travaux assez réduit, mais qui permet des gains énergétiques significatifs avec des temps de retour intéressants. Hein. Donc, typiquement, des opérations de régulation sur les systèmes de chauffage, l'éclairage, les remplacements de chaudières, l'isolation des murs. Le souci, c'est que parfois, effectivement, ces opérations-là se passent sans l'accompagnement d'un maître d'œuvre et donc les risques de non qualité pourraient être plus importants.
À côté de ça, on a des rénovations plus globales qui font l'objet d'accompagnement par des maîtres d'œuvre dans le cadre de marchés de diverses natures, hein, y compris des marchés globaux de performance, des marchés loi MOP, des contrats d'entretien maintenance. Donc là, a priori, les risques de non-qualité sont bien entendu mieux maîtrisés. Un autre enjeu spécifique à ces opérations relance, c'est également de bien s'approprier le dispositif éco-énergie tertiaire qui se met maintenant progressivement en place pour l'ensemble des bâtiments ou des ensembles de bâtiments de plus de 1000 mètres carrés qui sont assujettis à ce décret, et donc de bien travailler sur l'ensemble des pistes d'économie d'énergie qui peuvent être liées aussi à l'usage du bâtiment. Alors, il convient bien sûr d'accorder aussi un point d'attention particulier aux enjeux émergents liés au réchauffement climatique qui nécessitent de s'intéresser plus spécifiquement aux questions de résilience des rénovations vis-à-vis des phénomènes climatiques, à la question du confort d'été qui est à traiter de préférence avec des systèmes de protection solaire passifs plutôt que d'avoir recours à des dispositifs de climatisation. Le bilan carbone, bien sûr, avec la nécessité de faire appel préférentiellement à des matériaux à faible impact carbone comme le bois ou les matériaux biosourcés, de progresser aussi sur le volet économie circulaire en faisant appel à une AMO spécifique pour travailler sur ces questions de recyclage, réemploi, gestion optimale des déchets. Et ça a été évoqué tout à l'heure, la question de la ventilation et de la qualité de l'air qui est un enjeu qui a été encore aggravé dans le contexte de la crise sanitaire et qui fera l'objet d'une série de webinaires comme annoncé par le CEREMA, le premier étant le 28 juin. À côté de ces enjeux émergents, il subsiste aussi les enjeux plus traditionnels sur lesquels on essaye de mobiliser les acteurs depuis de nombreuses années à travers nos différents réseaux. Mais je veux parler bien sûr de la qualité architecturale des rénovations, comment bien rénover le bâti ancien en préservant la valeur patrimoniale des biens, l'aspect esthétique, notamment quand on fait de l'isolation par l'extérieur, comment gérer les questions de transfert d'humidité dans les parois d'interface, on y reviendra sûrement tout à l'heure. Et pour terminer, je souhaitais rappeler qu'il existe au niveau régional des réseaux constitués et actifs, tant notamment sur le domaine des matériaux biosourcés avec le réseau ambassadeur des matériaux biosourcés que nous animons au niveau de l'ADREAL, que sur le domaine aussi de l'économie circulaire. Et donc, je vous encourage, si vous en avez la disponibilité, de vous associer à ces réseaux. Et si ce n'est pas le cas, sachez qu'il existe divers supports, en particulier, là j'en ai affiché 2 à l'écran, un guide du ministère de la Transition énergétique pour accompagner les acteurs qui souhaitent promouvoir les matériaux biosourcés dans la commande publique. Et il y a un guide équivalent qui a été établi, là c'est la région Pays de Loire. Alors il peut en exister d'autres, mais voilà, ces 2-là me paraissaient particulièrement intéressants à vous signaler. On pourra également les mettre dans le chat tout à l'heure. Et pour terminer sur le volet innovation, je souhaitais vous signaler que diverses démarches sont en cours au niveau tant national que régional pour promouvoir, faciliter l'émergence de solutions innovantes. Au niveau national, ces démarches s'inscrivent notamment dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, le PIA 4, et sa stratégie d'accélération en faveur de la ville durable et des bâtiments.
et cette démarche nationale s'articulera avec une démarche aussi régionale hein, qui vous sera présentée prochainement par la région, le pôle Fibre Énergie Vie, qui travaille en lien avec la solution Solar Impulse et d'autres partenaires. Donc toutes ces démarches débouchent déjà actuellement sur toute une série d'appels à manifestation d'intérêt et d'appels à projets dans le cadre du PIA 4 et d'autres viendront effectivement au niveau régional dans le cadre de la démarche régionale. Sachez qu'il existe d'ores et déjà effectivement un catalogue de solutions innovantes labellisées par Solar Impulse qui sont d'ores et déjà mobilisables et diffusables. Donc voilà ce que je souhaitais vous faire partager en intro. Donc, nous espérons bien sûr que ce colloque permettra de bien vous sensibiliser à tous ces enjeux, de partager les bonnes pratiques et nous restons bien sûr à votre disposition tout de suite ou au-delà du webinaire pour répondre à vos questions. Merci Michel pour ton introduction. Je vous invite à poser vos questions si vous en avez dans le chat. Nous traiterons toutes les questions au moment dédié à la fin, donc à la fin des 3 interventions. Je vais maintenant inviter ma collègue Katharina Brockstedt à partager son support et puis à ouvrir sa vidéo afin de présenter. Merci Katharina. Alors, est-ce que tu vois Oui. La présentation? Parfait. Alors, merci Michel de nous avoir parlé de toute la complexité de la rénovation. Nous avons, en fait, depuis quelques années, nous sommes à la recherche des méthodologies pour le bâtiment rénovation durable. Parce qu'on s'est rendu compte, effectivement, c'est compliqué à faire, à penser à tout et de faire des objectifs et de les tenir jusqu'au bout. On a développé un outil méthodologique qui s'appelle OMEJ, qui se trouve sur le site de Envirobat Grand Est, où vous pourrez rentrer quel acteur vous êtes, quelle phase de projet où vous êtes et quelles questions vous posez. Et en fait, ça vous sort toutes les questions, une checklist des questions à se poser pour ce moment-là. Et deuxièmement, à l'INSA de Strasbourg, je suis intervenue en 5e année avec les étudiants en double cursus architecte-ingénieur pour un projet d'architecture et on a testé avec des collègues développer une méthodologie bâtiment durable. En fait, pour comprendre comment il faut analyser, faire des objectifs, et les étudiants, ils ont dû transformer en dessin et avoir toujours à côté d'eux quand ils ont dessiné et quand ils étaient avec nous pendant les corrections. Alors, ce qui vient maintenant sort de cette méthode-là. Et en fait, du coup, je vais vous faire part de cette checklist que vous, quand vous avez des projets de rénovation, voire aussi construction, parce que beaucoup de points collent aussi pour la construction, vous pourrez faire avant de commencer le projet. Alors, c'est une analyse terrain et bioclimatique, des ressources existantes, du bâti existant, de l'usage, du maître d'ouvrage et de l'usager. Alors, je ne vais pas à chaque fois faire le point parce que sinon, je n'arrive pas dans ma quart d'heure que j'ai. Mais vous allez avoir la présentation, du coup, vous pourrez regarder après coup. Alors, un point, qu'est-ce que j'ai sur place comme biodiversité, ce que je peux pas, voilà, ce que j'ai pas intérêt de détruire quand je fais ma rénovation. Ça peut être des chauves-souris, ça peut être des plantes, plein de choses. Il y a une autre chose, c'est la pollution de soil nappe air. Si j'installe une ventilation double flux, il faut que je sache où il y a des pollutions. Où est-ce que je cherche l'air, en fait. C'est pareil pour le bruit, c'est pour le radon. Voilà, c'est important de savoir où je me mets. Alors, Bertrand Chauvet va en parler plus tard. Il y a des risques naturels dus au changement climatique. Je ne vais pas en parler. Il y a le problème du tremblement de terre, dans quelle zone vous êtes, et des risques technologiques. Alors, où est-ce que je trouve les données? Je vous passe tout ça. Par contre, une chose importante, c'est les données météo.
La RT 2012 vous avez demandé de chercher des données météo dans une moyenne des dernières 20 ans. Or, ça amène quelque chose qui nous amène pas dans le futur parce que les températures augmentent très fort. Du coup, il vaut mieux prendre les scénarios soit de 2004, j'ai un blanc, si, de l'année de chaleur, du GIEC, ou pour la vallée du Rhin, les données de Climatability que Météo France a fait, qui sont plutôt bien et fiables. Alors après, vous avez des contraintes d'urbanisme. Il y a une analyse de ressources à faire. Ça, c'est intéressant pour tout ce qui est nouveau système que vous allez installer. Il y a une recherche pour les matériaux. Qu'est-ce que vous utilisez pour la rénovation? Est-ce que vous arrivez à trouver des matériaux locaux, biosourcés, ou peut-être même réemployés? Dans la rénovation, on pense tout de suite aux tuiles, mais il y a plein d'autres moyens. L'analyse bioclimatique, ça vous connaissez à mon avis, l'orientation, l'enseignement, les masques et tout ça, tout ce qui est eau, précipitations, humidité relative, les vents. Et là, je vous invite de vraiment regarder hiver et été. Et pas une moyenne, parce que ça peut être vraiment très différent. Et on a un confort d'été, c'est autre chose que confort hiver pour le vent. La végétation existante, le microclimat et l'îlot-chaleur. L'image montre le terrain qu'on avait avec les étudiants et on a vraiment le côté îlot-chaleur très fort à cet endroit-là. Je vous en parle parce que de confort d'été, beaucoup, comme Michel l'a fait et comme Bertrand Chauvet et Julien Borderon vont faire encore, parce qu'en fait, c'est vraiment très difficile ce qui nous attend pour 2050 et sur le chemin. Alors, il y a des pics de 55 degrés qui vont arriver. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a fait beaucoup de conférences au niveau d'Envirobat Grand Est sur le confort d'été et les risques naturels. Vous trouvez tout ça sur notre chaîne YouTube Envirobat Grand Est. Les podcasts, très pratiques quand on va sur un chantier, sont sur SoundCloud. Et les présentations, vous trouvez sur Envirobat, sur notre site. Alors, quand vous vous rénovez pour aujourd'hui, vous le faites pour demain. Ça veut dire si, au niveau des températures, le bâtiment ne tiendra pas là, on ne peut plus l'utiliser demain. En fait, c'est une épave thermique dans le sens chaleur, et ça ça perd de la valeur. Il y a une autre chose que nous allons très bien expliquer pendant le congrès, c'est la taxonomie. C'est quelque chose de très nouveau. C'est au niveau de l'Europe, les banques et les assurances se sont mis ensemble pour réfléchir à un nouveau système en fait pour les prêts bancaires. Quand vous avez un patrimoine et vous voulez construire ou rénover, vous allez faire un prêt bancaire. Et normalement, vos autres bâtiments servent comme garantie. Et aujourd'hui, on regarde la valeur d'aujourd'hui, en fait. Mais demain, on va regarder la valeur sur la durée du prêt. Alors, qu'est-ce qui valent mon bâtiment demain? Et s'il est plus utilisable, eh ben, il valera moins comme garantie. Alors, je reviens sur l'analyse. Alors, bien sûr, il faut que je fasse une très fine analyse de bâtiments existants. C'est beaucoup aussi dans la démarche, si je dis patrimoine protégé. Il y a beaucoup de choses que je dois tenir en compte, mais c'est aussi une histoire d'humidité dans le paroi des anciens matériaux, en fait. Alors, il y a beaucoup de monde qui ont bien réfléchi là-dessus, notamment dans le Grand Est. Il y a le parc des Vosges du Nord a fait un très bon dossier que vous trouvez sur leur site sur l'analyse justement du bâti ancien. Et il y a la DRAC, Dreal et CEREMA qui ont fait des études sur l'habitat ancien en Alsace et ça existe entre-temps sur la Lorraine. Ok. Quand j'ai un bâtiment existant, bien sûr, je dois avoir la stabilité de la structure, l'unité dans les parois que j'ai dit, les pathologies. Bertrand Chauvet va en revenir.
Alors, je dois me poser la question de confort thermique hiver. En fait, est-ce que j'ai des parois froides? Est-ce que j'ai l'inertie? Est-ce que j'ai l'étanchéité? Est-ce que les joints de dilatation sont traités étanches à l'air? Les ponts thermiques, mon système de chauffage? Et en fait, pour l'été, je me pose un peu les mêmes questions. Parois froides, fuite d'air, résistance thermique, pont thermique. Et je me pose beaucoup la question aussi sur la ventilation naturelle et ou mécanique, et beaucoup sur les protections solaires. Michel vient de déjà parler de ça, les débords de toiture, les volets, les végétations. Et est-ce que ça marche vraiment, cette protection solaire? Beaucoup de protections solaires fonctionnent peu. Ça veut dire c'est un bon regard, il faut avoir un bon regard, ce qui existe tous les jours, en fait, toutes les heures de la journée, et aussi tous les moments de l'année. Et un autre grand point, c'est l'inertie des murs. Quand je fais une isolation intérieure, je minimise l'inertie des murs. Ça veut dire qu'il faut que je cherche ailleurs l'inertie. Chaque fois quand je rénove, je dois améliorer et non dégrader. Il y a une fine analyse de l'usage. Est-ce que qui habite dans ce logement, ou qui utilise la bibliothèque, ou je sais pas quoi, comment c'est utilisé, à quel moment de l'année, à quel moment de la journée? Est-ce que le système que je mets en route, il est utilisable pour les usagers? Il y a aussi, avant tout projet que je commence, il faut toujours réfléchir, est-ce que si la salle de réunion que je suis en train d'installer ou mettre dans mon bâtiment rénové, est-ce que je ne peux pas m'utiliser d'autres salles de réunion ailleurs? Et est-ce que tout ce que je fais là, est-ce que ça peut évoluer avec le temps? Aujourd'hui, logement, demain, bureau. Ok, il y a une analyse du maître d'ouvrage. Qu'est-ce que les services internes peuvent vraiment faire? Ça concerne beaucoup les systèmes. Est-ce que l'entretien est facile? Et oui, la durabilité, bien évidemment, est un grand sujet. Si je remplace, c'est un problème de carbone. Ok, usager, pareil, j'en ai parlé. Et après que vous avez tout analysé, il faut établir vos objectifs. Alors, vous pouvez utiliser plein de méthodes. Notre prix bâtiment, il peut vous servir, l'étude de la Dract Réal CEREMA à d'autres moyens de le faire pour le bâtiment ancien. Les cibles HQE peuvent servir, il y a plein de moyens. Et vos objectifs peuvent avoir tout. Je ne vais pas les défouler parce que Michel en a beaucoup parlé. Voilà, peuvent être celles-ci. Nos étudiants ont fait des magnifiques dessins comme qu'ils ont à côté d'eux quand ils projettent, pour ne pas oublier. Et ça peut être un bon moyen. OK, merci pour votre attention. Merci Katharina pour ta présentation. Donc oui, comme tu as proposé, vous pourrez avoir accès à la présentation par la suite pour revenir en détail vous-même sur les différents points de sa présentation et les différents points d'analyse, puisque c'est assez complexe et très important à suivre. J'invite maintenant Julien Borderon et Bertrand Chauvet à prendre la parole et à partager leur présentation. Bonjour à tous, bonjour Lison. Donc je vais effectivement partager notre présentation. Voilà, ça doit être bon de votre côté, je pense. Oui, tu peux me le confirmer? Il ne manque que le plein écran, Bertrand. Ouais, je me lance. Pas trop fort. Et là, ça doit être bon. C'est bon. Très bien, donc bonjour à tous et merci au Centre de ressources Envirobat pour son invitation à intervenir lors de ce colloque. Donc nous allons essayer, Julien Borderon et moi, d'attirer votre attention sur un certain nombre de points en lien avec la rénovation, les points de vigilance. Nous survolerons ces points, hein. On se doute bien qu'en une petite heure de temps, nous n'aurons pas le temps de rentrer dans les détails, mais nous espérons vous donner des pistes et puis surtout vous donner également des éléments pour approfondir vos interrogations si vous en avez. Alors par contre, je n'arrive pas à diffuser. Hop. Voilà, s'il y a un petit temps de latence apparemment.
Un mot sur l'agence qualité construction, hein, simplement pour vous rappeler que nous sommes une association loi 1901, que nous avons maintenant une petite quarantaine d'années, que nous avons la particularité de regrouper la quasi-totalité des acteurs de la construction au niveau national. Donc en pratique, ça signifie que ce que je vais vous dire aujourd'hui fait l'objet d'un relatif consensus parmi les acteurs de la construction. Et nous avons un sujet qui est celui de l'amélioration de la qualité et de la diminution de la sinistralité. Je vous l'ai dit, hein, nous sommes association loi 1901, ce qui signifie également que nous allons vous présenter un certain nombre de documents. Ces documents sont disponibles sur le site de l'AQC et ils sont dans 98% des cas, gratuits. Donc n'hésitez pas à les télécharger. Julien ? Oui, bonjour tout le monde, merci Bertrand. Julien Borderon, donc je travaille au CEREMA, je suis basé à Strasbourg, et donc le CEREMA, c'est un établissement public sous tutelle de 2 ministères, donc celui de la transition écologique et celui de la cohésion des territoires. Je vous ai mis les logos sur la diapositive. Et donc nous travaillons sur divers domaines d'activité qui ont tous trait à l'aménagement du territoire. Et notamment donc, le secteur du bâtiment. Nous sommes ainsi une centaine d'agents, techniciens, ingénieurs, docteurs, etc., experts à travailler sur le sujet. Et on s'intéresse à la recherche appliquée, l'innovation, on produit des études, des expertises, pas mal d'accompagnement de politique publique. Et puis, on anime et on traite de centres de ressources thématiques, comme par exemple celui sur le bâti ancien, qui s'appelle CREBA, que vous connaissez peut-être. Et puis, il nous arrive de donner des formations. Et voilà, donc à ce titre-là, bon, on a implanté dans diverses villes de France que vous voyez ici, puis un petit peu, c'est assez récent en Outre-mer. Et voilà, donc j'ai des collègues dans diverses régions. Et pour ma part, je suis le chef du groupe qui rayonne sur le Grand Est. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet, en lien avec la sinistralité et la qualité. Alors, il y a un chiffre que j'aime bien rappeler au début de mes interventions, c'est 250 000. 250 000, pourquoi ? Parce que c'est le nombre de sinistres qui sont déclarés chaque année au titre de la dommage d'ouvrage en France. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a un vrai sujet qui est celui de la qualité dans le monde du bâtiment et qu'il est important, lorsqu'on se lance dans un projet, d'avoir ce chiffre en tête et cette problématique en tête. Il y a une autre manière d'illustrer ce chiffre, c'est à travers des photos, c'est à travers des visuels. Donc je vous ai mis quelques-unes des photos qui ont été primées dans le cadre de notre concours photo annuel qui s'appelle Les désordres dans le bâtiment, la preuve par l'image. Donc vous voyez, on a des problématiques de photovoltaïque, c'est la photo en haut à gauche, on a des problématiques d'humidité et surtout de moisissure, c'est la photo en bas à gauche. On a des problématiques de gaines, si on peut encore appeler ça des gaines, et puis on a des problématiques d'interface, on va appeler ça des problématiques d'interface. Alors, par les qualités, ce que nous voulions vous dire avec Julien aujourd'hui, c'est que parler qualité, c'est pas uniquement parler qualité dans le bâtiment, c'est parler également écologie, c'est parler également développement durable. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'il nous semble vraiment important de rappeler que la meilleure façon d'économiser l'énergie, la meilleure façon d'économiser la production de carbone lorsqu'on a un projet de bâtiment, c'est d'éviter, lors de la réalisation de ce projet, que des éléments constructifs ou que des équipements soient réalisés, soit posé à plusieurs reprises. Si on raisonne en termes d'énergie grise dans le bâtiment, il est évident que si on est obligé de changer un équipement, une cloison 2, 3, 4 fois, il est certain que le bilan en termes d'énergie consommée sera absolument désastreux et qui sera très compliqué à rattraper par la suite dans la vie du bâtiment. On peut rappeler également que les enjeux de rénovation demeurent lourds aujourd'hui en France. On sait que beaucoup de travail reste à faire aujourd'hui. Donc, réaliser correctement une rénovation dès le début, c'est aussi permettre que la suite des travaux de rénovation sur d'autres sites, dans d'autres bâtiments, se déroule dans les meilleures conditions possibles. Alors, ces enjeux de qualité, on le voit, ils sont importants dans le secteur du bâtiment en France. Ce qu'on peut dire également, c'est que, et Michel Hubert en a déjà touché 2 mots, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le contexte du plan de relance ajoute des éléments dont il est important de les avoir en tête, dont il est important de se souvenir lorsqu'on se lance dans un projet. Le premier, c'est celui du calendrier. Donc, Michel Hubert l'a dit, un calendrier très contraint avec des projets qui doivent être notifiés, des marchés qui doivent être notifiés d'ici à la fin de l'année 2021 pour des projets qui doivent être réalisés dans le courant de l'année 2023. Ce qui signifie qu'en pratique, on aura un vrai enjeu pour tenir les délais. Et pour tenir les délais,
et je crois que Michel Hubert a eu raison de le dire, pour tenir les délais en conservant une qualité de projet qui soit de bonne qualité. Alors, sur les pistes qu'on peut vous donner pour travailler le mieux possible dans le cadre de ce calendrier un peu serré, Julien, si tu veux prendre la parole sur ce sujet. Oui, alors c'est vrai que il n'y a pas de solution miracle, mais on peut quand même esquisser quelques pistes de travail qui peuvent être intéressantes d'avoir en tête. Je pense notamment à ceux parmi vous qui sont amenés à jouer les rôles de maître d'ouvrage, d'assistant maître d'ouvrage ou à, on va dire, donneur d'ordre ou décideur pour des travaux. Plus le calendrier est contraint, plus j'ai envie de dire, il faut soigner son programme et ne pas faire d'économie de temps sur la phase programme parce que un programme parfaitement écrit et parfaitement intelligible, c'est un gain de temps pour la suite, notamment dans les phases de la compétitive attribution. On va éviter des navettes chronophages et des pertes de temps qui finalement, ce temps qu'on pourrait gagner au départ sur le programme, on le reperdra x2, x3 après. Donc attention à ça. Anticiper les diagnostics préparatoires, puisque finalement, avant de pouvoir donner un marché, effectivement, il y aura tous ces documents qu'il faudra avoir fournis. Et donc, autant ne pas perdre de temps et les avoir en tête. Je pense à l'amiante, par exemple, il y en a bien d'autres. Par ailleurs, et je pense que vous êtes pas mal à le savoir, vous en êtes rendu compte, les entreprises sont très chargées en ce moment. Bon, c'est un peu, spécial parce qu'on met en place des plans de relance pour donner du travail à un certain nombre d'entreprises et il se trouve que les entreprises, elles ont du travail par-dessus la tête. Bon, le problème est beaucoup plus vaste que ça, on ne peut pas le simplifier comme ça, mais c'est un peu un état de fait. Donc aujourd'hui, les entreprises sont peu disponibles. Voilà, ça c'est indéniable. Et les cahiers des charges qui sont bien faits et qui sont très lisibles vont forcément retenir beaucoup plus leur attention que les documents qu'il faut décrypter, que les échanges interminables qu'il faut avoir avec le maître d'ouvrage. Et donc, pour finalement avoir des bonnes entreprises ou des entreprises compétentes, il faut être un petit peu petit soin avec elles et leur donner envie de venir bosser avec vous. Donc, voilà, ça c'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui. Et puis, dernier point, le phasage des travaux, c'est-à-dire que pour signer un marché en fin d'année, on ne pourra peut-être pas tout faire. Pas forcément faire tout ce qu'on aurait voulu faire. Et donc là, il y a peut-être une réflexion à avoir sur des travaux en 2 temps, en 3 temps. Et donc, ça rejoindra un petit peu ce qu'on dira après sur les rénovations par étapes. Alors, ce n'est pas forcément ce qu'il faut privilégier en premier, mais ça peut être une solution finalement qui permet quand même d'avancer lorsqu'on se rend compte que ce ne sera pas possible, en fait, tout simplement d'avoir l'entièreté du projet qui soit réalisé dans les temps du plan de relance et que finalement, l'apport financier du plan de relance est obligatoire pour le succès du projet. Donc là, ça peut être compliqué, il faut bien y réfléchir, mais ça peut être envisageable. Le second aspect sur lequel on voulait attirer votre attention, le second aspect particulier à ce plan de relance, c'est celui du budget. Donc Julien l'a évoqué, on est sur on est dans une période où les entreprises sont déjà très très occupées, ce qui signifie qu'en pratique, la concurrence ne jouera pas forcément en direction d'une baisse des prix. L'autre aspect qui risquerait d'occasionner une augmentation des prix, c'est, vous le savez, un certain nombre de matériaux sont aujourd'hui devenus rares, voire franchement indisponibles, cela aussi ne peut que provoquer une augmentation des prix. Donc Julien, sur ces aspects, quelles recommandations est-ce qu'on peut faire ? Elles sont maigres, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est d'être très vigilant par rapport aux délais qui sont communiqués par les corps de métier, anticiper au maximum. Et puis voilà, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que par exemple, certains produits sont complètement indisponibles. C'est le cas par exemple de certaines menuiseries PVC. Et donc, on se retrouve avec des bâtiments de bureaux finalement aujourd'hui qui sont le chantier est à l'arrêt parce qu'on attend finalement de pouvoir avancer. On a même dans certaines, c'est heureusement pas rare, mais on a même un peu de chômage technique sur certaines lignes de production chez Saint-Gobain parce qu'il n'y a pas de sable pour faire du verre. Donc voilà, on espère que ça va se débloquer rapidement, mais c'est difficile aussi d'avoir des certitudes là-dessus.
Donc peut-être être particulièrement attentif lors de l'examen des devis à ce qui relève du coût de la main-d'œuvre et à ce qui relève du coût des matériaux pour être en mesure de faire de la part des choses. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette situation dans laquelle les matériaux connaissent un prix élevé risque de perdurer plusieurs mois, voire plusieurs années encore. On sait que le ministère des Finances a en projet un dispositif qui permettrait de répercuter une partie du coût de cette augmentation sur le maître d'ouvrage. On n'a pas davantage de précision aujourd'hui, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il est important de s'inscrire dans un contexte où les budgets pourront difficilement être comprimés. Le troisième élément sur lequel nous voulions attirer votre attention, et Michel Hubert l'a déjà introduit, l'a déjà évoqué, c'est que ce plan de relance finalement s'inscrit dans une dynamique qui est aussi celle d'une amélioration, d'une augmentation des exigences en lien avec la performance thermique, notamment dans le cadre du décret tertiaire. Donc là aussi, Julien, je te laisse préciser les choses. Oui, alors, en fait, vous avez certainement tous entendu parler de ce fameux décret tertiaire qui s'appelle en vrai éco-énergie tertiaire. Donc, décret tertiaire, c'est pas très sexy. En fait, et donc on se projette avec ce texte en fait jusqu'à l'horizon 2050. Et ça rejoint bien des objectifs climatiques bas carbone de la France qui nous indiquent, grosso modo, pour faire court, que l'ensemble des bâtiments existants en moyenne, devrait être basse consommation à l'horizon 2050. Ça, c'est un peu la trajectoire, la feuille de route climatique et écologique de la France. Et pour arriver à ça, donc il y a la loi Elan a fixé un certain nombre de dispositifs, dont cette éco-énergie tertiaire, qui nous dit, en fait, qui nous conduit progressivement à cet objectif. En partant de 2030, en passant par 2040 et en arrivant en 2050. Et on pourrait faire une présentation, et on l'a fait d'ailleurs entière sur ce sujet, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que par rapport au bâtiment, l'idée, c'est d'arriver à un bâtiment BBC en 2050. Parce qu'en fait, on va voir dans le calcul que je fais sur la diapo d'après, que quand on fait moins 60% d'économie d'énergie, finalement, sur un bureau moyen, et l'ADEME nous indique que les bureaux moyens, ça consomme en gros donc 136 plus 127 kWh par mètre carré an par surface utile, pour la surface utile. Bah, si on applique moins 60%, on arrive à 105,2 kWh par mètre carré par an, ce qui est relativement proche de ce qu'on appelle bâtiment BBC dans les climats plutôt nord et est de la France. Donc l'idée est là, l'ordre de grandeur est là. Il faut rénover le parc tertiaire pour aller vers un bâtiment basse consommation, avec un rythme qui satisfasse du coup ce dispositif de la loi Elan. Mais donc concrètement, ça veut dire que quand on rénove aujourd'hui, si on rénove avec une qualité moindre que la trajectoire bâtiment basse consommation, ça veut dire qu'il faudra refaire des travaux d'ici 2050. Ce qui économiquement, écologiquement est un non-sens, parce qu'on ne va pas retravailler plusieurs fois plusieurs postes de rénovation, parce que ce serait dommage, je veux dire. Si aujourd'hui on pose une isolation complète sur un bâtiment, en 2021, on va éviter d'avoir à la refaire dans 15 ans, quoi. Je veux dire, ce serait vraiment ce serait un loupé, et malheureusement, sur un certain nombre de projets, on a des performances atteintes suite à divers postes de travaux qui nous laissent à penser qu'il faudra réintervenir dans 15 ans, dans 20 ans. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut vraiment s'interroger dessus, et c'est sans doute un point vraiment très important. Donc, voilà, alors on a parlé du tertiaire, mais bon, sur le logement, c'est un peu le même état d'esprit, puisque les objectifs concernant le logement sont un peu les mêmes. L'objectif, donc si on parle DPE, par exemple, d'étiquetage énergétique qui vient d'être revu, de nouvelles étiquettes DPE qui entrent en vigueur le 1er juillet, avec ce nouveau DPE opposable, avec un certain nombre de nouveautés, un moteur de calcul revu, etc., nous indique que, en 2050, il faudra que tout le monde. L'idée, c'est que tout le monde soit B en 2050, grosso modo, pour la faire courte. Et pour que tout le monde soit B en 2050, ça veut dire qu'il ne faut pas louper de poste. Et aujourd'hui, les chiffres qu'on a, c'est que quand on rénove un bâtiment de manière globale, sans forcément de soins très spécifiques, très particuliers, sans être un projet exemplaire, entre guillemets, on arrive plutôt en C. Donc aujourd'hui, on a un peu une étiquette d'écart finalement entre l'ambition 2050 et ce qu'on fait vraiment aujourd'hui. Donc ça doit nous amener aussi à une réflexion sur qu'est-ce qu'on loupe, qu'est-ce qu'on ne fait pas bien, pour qu'une grosse rénovation qu'on finance aujourd'hui nous conduise jusqu'à 2050 finalement.
Le quatrième point sur lequel nous souhaitions attirer votre attention, c'est celui des types de rénovation qui sont aujourd'hui projetés. Alors, on sait, hein, quand on parle de rénovation thermique, il est, quand cela est possible, il est plus que souhaitable d'essayer de partir vers une rénovation globale, tout simplement parce que ça permet de traiter des questions d'interface, par exemple, de manière bien plus efficace, bien plus performante. Ce dont on s'aperçoit néanmoins quand on regarde la typologie des travaux qui ont été, alors non pas menés, mais qui ont été lancés dans le cadre des opérations en cours dans le Grand Est. Donc ça, ce sont des chiffres qui proviennent de Grand Innov, hein, l'agence de développement économique de la région Grand Est. Donc sur les 335 projets qui sont déjà identifiés dans 97 communes, on s'aperçoit que donc on est plutôt sur une rénovation par étapes qui va chercher à prioriser d'une part l'isolation, donc sur les toitures, sur les façades et sur les menuiseries, avec, et c'est certainement un des effets à la fois d'une stratégie d'encouragement de l'État, mais également de la région Grand Est, avec un fort accent qui est mis sur l'isolation des biosourcés. On aura l'occasion de revenir sur les implications de cette utilisation. Second grand geste de rénovation, le chauffage, l'intervention sur les équipements de chauffage avec un remplacement des chaudières au fioul, mais également des interventions sur les systèmes de régulation, et puis quand cela est possible sur une rénovation des réseaux lorsque ceux-ci sont un peu anciens. Un travail aussi qui est fait sur tout ce qui est du domaine du confort. Alors, confort thermique, on s'en doute, hein, étant donné les travaux que nous venons de décrire, mais également un confort acoustique et puis un travail sur la qualité de l'air intérieur, donc qui relève à la fois du confort et puis des enjeux sanitaires. Un travail important également qui est fait, qui pour nous n'était pas forcément si évident que ça quand on pense rénovation énergétique, mais c'est vrai que beaucoup de projets s'intéressent plus particulièrement au relamping, donc aux questions d'éclairage artificiel, à la fois avec des enjeux de consommation d'énergie, mais souvent une ambition qui va un peu au-delà, hein, avec des enjeux de confort, d'ambiance. Et puis, qui dit travaux d'isolation, de chauffage, de confort et puis de relamping, dit également qu'un certain nombre de travaux embarqués, c'est-à-dire des travaux qui vont accompagner nécessairement ces premiers travaux, seront réalisés. Donc, ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui, les points de vigilance sur lesquels nous allons essayer de nous attarder aujourd'hui seront de 5 types. Nous allons vous parler de rénovation de l'enveloppe, nous allons vous parler des installations techniques, nous allons vous parler de confort au sens large, de relamping, donc je l'ai dit, dans ses différentes dimensions, à la fois en termes d'économie d'énergie et puis de confort. Et puis nous verrons effectivement, comme cela a déjà été teasé d'une certaine façon par Michel Hubert et par Katharina Brockstedt, nous allons vous parler à la fois des travaux embarqués, mais également d'un enjeu qui nous semble important, qui est celui de la prévention des risques naturels, notamment ceux en lien avec les évolutions climatiques. La rénovation de l'enveloppe, Julien, je te laisse la parole une nouvelle fois. Oui, alors là, c'est encore un sujet qu'on va un petit peu survoler, hein, mais parce que vous l'aurez compris, l'objectif de notre présentation, c'est pas de rentrer dans tous les détails techniques. Habituellement, par rapport à l'ordre de priorité des choses, quand on parle de rénovation de l'enveloppe, on parle souvent de la toiture en premier. Hein, c'est un discours qui est quand même bien établi depuis une vingtaine d'années. Pourquoi? Il y a plein de bonnes raisons, en fait, assez évidentes. On a l'habitude de dire qu'entre 15 et 30% des déperditions thermiques se font par le toit du bâtiment, hein, en fonction du nombre d'étages, de la compacité, etc. C'est une relative facilité d'intervention par rapport à ce qui se passe côté sur les murs, par exemple. On veut travailler en site occupé en général, et puis la gestion des interfaces avec les autres travaux n'est pas trop compliquée. Je pense par exemple, si on compare avec l'isolation des barreaux ou des planchers bas. Et puis, c'est pas le plus coûteux. Donc, ça veut dire que tout ça réuni fait qu'on aurait tort de s'en priver finalement. Et si on parle de l'aspect économique des choses, en général, la rentabilité nette est au rendez-vous. Donc, ce sont des travaux, voilà. En général, on n'a vraiment pas de raison de ne pas faire, sauf vraiment caractère particulier de toiture classée au minimum historique ou vraiment des choses très, très spécifiques. Voilà, en général, il y a peu de bonnes raisons de ne pas faire de travaux d'isolation de toiture. Maintenant, avant de vous parler des murs, quelques mots sur le plancher bas, parce que le plancher bas, c'est un sujet qui est un peu le parent pauvre en général, hein, de l'isolation de l'enveloppe, pour aussi plein de raisons qui sont parfois bonnes. D'abord, la faisabilité technico-économique, elle dépend pas mal des travaux induits, c'est-à-dire que suivant le cas, il y a quand même une réflexion à avoir et c'est pas toujours simple, pas toujours facile.
la nature même de l'isolation d'un plancher bas fait que finalement le gain thermique, le gain énergétique est parfois moins impressionnant que sur les autres types de parois du bâtiment. Mais en fait, il faut raisonner un peu plus large que ce chiffre, ce nombre de kilowattheures, parce qu'en fait, le plancher bas, finalement, c'est aussi une sensation de confort. Et si on pense par exemple au patrimoine scolaire, imaginons des salles de classe dans un collège, le fait d'avoir un plancher bas isolé, ça va nous amener à un meilleur confort dans les salles de classe immédiat, puisqu'on a quand même des jeunes qui sont là assis pendant des heures, et donc en position donc statique, avec les pieds qui sont directement dessus, et donc l'effet ressenti est immédiat. Et qui dit meilleur effet ressenti, dit sans doute une possible baisse du thermostat derrière. Donc il y a plein d'effets induits, et donc les choses sont parfois plus complexes qu'elles n'en ont l'air. Donc il ne faut pas évacuer comme ça d'un trait de crayon l'isolation des planchers bas parce que ça coûte trop cher, parce qu'il y a trop de tuyaux, ou alors comme sur la photo que je vous ai mis, parce qu'il y a trop de réseaux, et du coup pour aller intervenir au-dessus, c'est un peu difficile. Quoique là, ce cas-là est quand même relativement sympathique par rapport à d'autres types d'établissements où on a vraiment tout un tas de câblages et de gaines qui passent au plafond. Mais voilà, l'isolation du plancher bas, c'est quelque chose qu'il faut à minima étudier et qui est souvent intéressant quand même, notamment dans le tertiaire. Et puis le dernier morceau, l'enveloppe des parois de mur. Alors, pour parler un petit peu plan de relance et pour parler un peu rénovation des bâtiments de l'État, rénovation des bâtiments des collectivités, pour avoir vu passer pas mal de dossiers, je peux vous dire que le traitement des ponts thermiques, puisque c'est surtout de ça dont il faut parler, je pense par rapport à la qualité de ces travaux-là, il est quand même pas toujours bien réalisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur les 3 illustrations que je vous ai mis, on a des petits retours d'isolants qui ont été prévus là dans les dessins. Les illustrations ne sont pas de moi, je les ai piquées à l'Agena et qui ont fait des belles illustrations, mais je les cite du coup quand même par le souci de justice. Et donc on a des retours d'isolants. Alors ces retours d'isolants, sur le papier, c'est très sympathique, ça marche plutôt bien. Et donc ça m'amène en fait ce besoin de retour d'isolant pour traiter ces ponts thermiques qui sont des vrais nids à problème si on ne les traite pas. Ça me fait dire que l'isolation des murs, c'est finalement un acte architectural. Parce que quand on prévoit une isolation par l'intérieur ou par l'extérieur de parois, finalement, on fait beaucoup plus qu'isoler le mur. C'est-à-dire qu'en général, forcément, on va refaire la finition. On va intervenir, si on agit par l'intérieur, on va intervenir sur les réseaux, on va déplacer des radiateurs, on va déplacer des éléments, on va changer des tablettes de fenêtres, on va changer des appuis, on va liaisonner avec le sol, on va liaisonner avec le plafond. Donc, on va faire plein de choses qui vont bien au-delà d'un simple acte d'isoler. Et donc, faire des travaux d'isolation de parois, c'est un acte architectural. Donc il faut voir les choses un peu globalement. Et si on veut que ça, donc dans les CCTP, c'est du second œuvre. Mais bon, c'est quand même du second œuvre de haut vol. Faut pas, on va dire, le placo polystyrène doublé qu'on pose sur les plots de colle sans se poser de questions. J'espère que ça a vécu. Malheureusement, on en voit toujours. Mais bon, on a la prétention de penser qu'aujourd'hui, une rénovation réussie d'enveloppe, ça va plus que ça. C'est au-delà de ça. Et donc, il y a il faut réfléchir aux interfaces. Ça nécessite de la créativité. Lorsqu'on a des balcons en rénovation, en isolation par l'extérieur, lorsqu'on a des balcons, lorsqu'on a des retours lorsqu'on a des éléments qui viennent en relief sur la paroi, il faut faire preuve de réflexion. Il y a un geste architectural à avoir pour créer quelque chose, un bâtiment qui soit harmonieux, pour créer une couverture isolante qui soit quand même continue, etc. Donc, il y a quand même, c'est pas anodin. En général, en temps de retour sur investissement, c'est quand même un peu lourd. Et donc, il faut aller chercher, il faut bien réfléchir les choses et vraiment se projeter dans une vision de long terme parce que c'est un investissement important. Et donc, c'est d'autant plus, du coup, essentiel de se projeter vraiment jusqu'à 2050 minimum. Parce que si on met X dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros dans une isolation des murs avec tous les travaux induits, là, il est hors de question de refaire ça un peu plus tard. C'est hors de propos. Donc là, on est vraiment sur du dur. Et puis, il y a un petit schéma qui est issu d'une publication, justement, qui est disponible sur le site de l'Agence Qualité Construction, qui présente un peu les interfaces. Et ce qu'on voit en jaune, c'est que finalement, l'interface isolation, évidemment, il y a un lien direct avec les menuiseries, puisqu'on est en contact. Ce sera l'occasion d'un focus un peu plus loin dans la présentation. Mais finalement, on va aussi interagir avec le chauffage, on va aussi interagir avec la VMC, puisqu'il faudra traiter les passages, les traversées des différents éléments. Et on va interagir avec les réseaux. Donc finalement, quand on va isoler son bâtiment, on va interagir avec l'ensemble des autres travaux.
les autres postes de travaux, d'où l'intérêt d'avoir vraiment pensé le projet dans sa globalité, même si certains éléments vont être faits plus tard. Je garde la parole, du coup, Bertrand, sur les Tu gardes la parole, oui, je te laisse développer. Le sujet. Alors, l'étanchéité à l'air, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé à la sortie de la RT 2012, puisque c'est marqué l'avènement de l'obligation des mesures dans le résidentiel. Alors, il faut savoir que sur le tertiaire, on n'en est pas là. Sur le tertiaire, c'est pas obligatoire. Et donc là, on a quand même un petit train de retard, hein, et là, il y a du boulot. Alors, il y a un certain nombre de dispositifs basés sur le volontariat qui permettent de demander cette mesure. Il y a plein de maîtres d'ouvrage qui s'y sont mis, hein, je pense à des maîtres d'ouvrage publics, par exemple, hein, et c'est très simple. Moi, j'encourage fortement à systématiquement mettre dans les cahiers des charges une mesure d'étanchéité à l'air, parce que ça coûte quand même pas grand-chose par rapport au service que ça rend, et ça permet quand même de savoir ce qu'on livre comme bâtiment, et pas avoir de mauvaises surprises. L'étanchéité à l'air, c'est quand même jusqu'à 25% des déperditions thermiques d'un bâtiment. Hein. On parle quand même du quart des fuites de chaleur d'un bâtiment lorsqu'on parle de la question du renouvellement de l'air. On est quand même sur un truc qui est vraiment essentiel. Et en rénovation globale, moi, ce que je vois beaucoup passer comme projet, donc si on parle bien de rénovation globale, hein, donc c'est des projets lourds, c'est des projets qui visent au niveau des cahiers des charges ou des réponses des bureaux d'études et des maîtres d'œuvre 1,7 mètres cubes heure par mètre carré, hein, donc c'est sous 4 Pascal, hein, donc c'est le fameux Q4 français. Et ce 1,7, c'était la valeur par défaut qu'on utilisait en RT 2005. Donc ça veut dire que sur des projets ambitieux de rénovation globale d'aujourd'hui, 2021, on essaye de faire un peu ce qui se faisait dans le neuf entre 2000 et 2005. Et entre 2005 et plus, jusqu'à ce qu'on tende vers les labels BBC et l'RT 2012, qui eux étaient plus exigeants que ça. Moi, à titre personnel, ça me satisfait assez peu parce que je pense qu'on peut faire largement mieux. Une rigueur et un travail un peu précis des entreprises permettent de faire mieux qu'un 1,7. Ça, c'est indéniable et plein de projets l'ont prouvé. Et donc, finalement, c'est un petit peu décevant de se limiter à ça aujourd'hui. Et ça ne va pas dans le sens du coup de la trajectoire 2050, parce que même si on a mis beaucoup d'argent dans des matériaux isolants et dans des ventilations performantes, dans des systèmes innovants qui fonctionnent bien, si on a un Q4 de 1,7, bah, on aura un socle de consommation en dessous duquel on n'arrivera pas à descendre. Hein. Ça, c'est indéniable. Et donc, aller ensuite réduire l'étanchéité à l'air alors que les travaux sont finis, bon, bah, c'est quand même particulièrement compliqué. Donc voilà, attention à ce point-là. Si vous êtes maître d'ouvrage, si vous êtes prescripteur, si vous êtes décideur, pensez au test, pensez à apporter une exigence raisonnable, mais pensez à apporter quand même une exigence dans vos programmes. Une petite illustration d'anciens travaux du CEREMA qui montre que bah, finalement, alors là à l'époque on était, donc là on est en RT global, hein, donc la RT globale pour ceux qui ne connaissent pas, elle compare le bâtiment de projet rénové avec un bâtiment de référence qui est fictif mais qui possède la même géométrie, avec des travaux types minimum tels que l'État les a décidés. Bah, finalement, voilà, si on se place avec un Q4, donc on a de 0,8, hein, voilà, bon, on met notre 0%. Maintenant, on voit que si jamais on veut être beaucoup plus performant que ce bâtiment de référence, hein, qui est la courbe rouge, bah, il va falloir sacrément diminuer le Q4. Parce qu'à l'inverse, toute perméabilité à l'air dégradée bah, va grossir fortement les besoins de chauffage. Donc, un exemple, si je suis à 1,5 de Q4, donc perméabilité à l'air, voilà, ou 1,7 même, on va prendre 1,7 tout à l'heure, si je suis au 1,7, donc le truc standard moyen qu'on voit malheureusement beaucoup, bah, du coup, si j'utilise un bâtiment performant avec batterie moins 50%, bah, du coup, c'est 20% de besoin en plus par rapport à l'étanchéité à l'air de 0,8 qui correspond peu ou prou à un bâtiment bien traité, quoi. Vous voyez que 20% de besoin en plus, si vous collez ça à un rendement de production de chauffage derrière, bah, vous avez vite un tiers de consommation en plus, hein, dans votre bâtiment. Donc la sanction est immédiate. Plus le bâtiment est performant, plus la sanction est immédiate. Alors, un sujet un petit peu connexe, la vapeur d'eau et les transferts d'humidité. Alors, il se trouve que c'est un peu mon sujet de prédilection et d'expertise. En fait, une mauvaise étanchéité à l'air, c'est aussi des pathologies liées à l'humidité en général. Parce que la petite illustration qui commence à dater un petit peu, mes collègues du CT Lyon à l'époque ont fait ça il y a plus de 25 ans, on voit que bah voilà, si on a un courant d'air chaud
qui vient de l'intérieur du bâtiment à 20 degrés, 50% d'humidité relative, qui se retrouve, qui passe derrière une plainte, qui se retrouve contre une paroi froide derrière l'isolant à 5 degrés, et du coup on a condensation. Hein. Et on a condensation et rapidement on a des quantités d'eau non négligeables qui condensent et qui vont se stocker dans les fibres de l'isolant. Hein. Cette flotte, elle va rester là. Et du coup, il y a quand même des grandes chances qu'on ait un élevage de champignons au bout d'un moment. Hein. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui malheureusement s'observe beaucoup. Donc voilà, avoir une mauvaise étanchéité à l'air, c'est des consommations en plus, mais c'est aussi parfois des problématiques liées à l'humidité et des désordres. Voilà, donc ces petits schémas habituels qui montrent les petits points de vigilance. Hein. Pour finir sur la question de l'humidité, grosso modo, ce qu'il faut retenir, et finalement, lorsqu'on est sur du bâti un peu sensible, je pense du bâti ancien par exemple, ou lorsqu'on a des murs qui sont des murs en pierre par exemple, qui sont en pierre dure, et des murs épais qui ont tendance à ne pas laisser passer la vapeur d'eau, lorsqu'on a toute situation finalement qui pose des questions vis-à-vis des transferts d'humidité, et il y en a beaucoup, les bureaux d'études qui prescrivent des travaux sont amenés à penser à est-ce que ma solution va être viable. Et aujourd'hui, souvent, ils se contentent de regarder sur un diagramme statique, est-ce que j'ai condensation ou pas dans mon isolant. Sinon, ok, ça passe. Moi, je les invite à regarder un peu plus loin. Finalement, il faut se poser la question, effectivement, est-ce que j'ai de la flotte dans mon isolant, oui ou non? Mais est-ce que j'ai des moisissures qui peuvent se développer à l'interface de l'isolant en fonction de l'étanchéité de l'air de mon bâtiment? Est-ce que si j'ai des poutres en bois ou en métal qui traversent l'isolant, est-ce que je vais avoir des soucis à ce niveau-là? Ou est-ce que j'estime que ma situation est suffisamment safe? Est-ce que je vais avoir des problèmes du gel côté extérieur avec ma paroi froide si j'ai isolé fortement? Est-ce que j'ai des enduits qui risquent d'éclater? Et est-ce que finalement, j'ai pas une accumulation d'eau dans mon mur? Donc, tout un tas de questions finalement qui sont pas toujours simples à traiter techniquement, mais tout est possible, et qui aujourd'hui quand même font l'objet de beaucoup de publications. Donc on peut quand même se référer à pas mal de conseils et de textes qui aiguillent sur ces solutions-là, mais donc à ne pas négliger. Voilà. Tu veux que je continue? Je te laisse développer. Ouais, alors, on fait l'interface isolation, menuiserie. Les menuiseries aujourd'hui, alors le top du top, hein, c'est de traiter ensemble les deux. Hein, lorsqu'on peut finalement choisir le phasage des travaux alors qu'on fait une réno globale en une fois, changer les menuiseries en même temps qu'on fait l'isolation, c'est quand même l'idéal puisque du coup, on a quand même une interface qui est traitée en même temps. Et on peut potentiellement donc limiter les soucis parce que on a sur l'image par exemple, hein, on a finalement on n'a aucun retour d'isolant. Donc on a une isolation qui a été posée et puis on a directement la menuiserie et du coup derrière on a des beaux ponts thermiques finalement à chaque fenêtre. Et comme on a une paroi qui est quand même assez ouverte, là finalement la somme de tous ces ponts thermiques ça fait sans doute une différence de performance qui est assez monumentale. Et donc ça c'est quelque chose qui est malheureusement assez fréquent. Et donc si on l'illustre un petit peu plus en détail. Tout ça, c'est des éléments qui sont issus de travaux qu'on a fait avec Pouget Consultant dans un projet qui était financé par le programme PACT il y a quelques années, qui s'appelle Opéra, que vous pouvez retrouver sur Internet si vous voulez aller voir plus de détails. Voilà, le cas de la menuiserie en tunnel, par exemple, traitement, l'isolant ne vient pas jusqu'à la menuiserie, on a des ponts thermiques qui sont assez énormes. Alors là, c'est un cas traité par Pouget où il mettait de l'isolant sous vide, hein, donc c'est un cas un peu high-tech pour traiter ce retour d'isolant, mais on peut mettre des isolants plus traditionnels. Sur les figures d'en bas, on voit que tout simplement, la fenêtre de toit, pareil, elle bénéficie finalement d'aucune membrane étanchéité à l'air qui vient jusqu'à la fenêtre de toit. C'est-à-dire qu'on a l'isolant, mais on n'a pas de fermeture étanche à l'air. Donc là, du coup, on réduit aussi drastiquement la performance à la fois au transfert de vapeur d'eau et à la fois la performance en termes d'étanchéité à l'air. Contrairement à la figure à côté, où là, on avait la membrane qui revenait correctement. Et puis ici, on a les fenêtres en applique, où là, cette fois-ci, on voit qu'en applique extérieure, donc si la petite en haut à gauche, à droite vous êtes côté intérieur, là l'isolation par l'intérieur, elle vient finalement dans le coin en liaison avec la menuiserie. On imagine que la menuiserie était posée après l'isolation, ce qui arrive parfois. Là ça aurait été forcément, il manque un bout et ça aurait été bien que l'isolant descende un petit peu. Donc, mais le fait de poser la menuiserie après, ça empêche de faire ça. Et du coup, ça a une mauvaise gestion d'interface. Sur ma figure de milieu, on voit une belle mousse polyuréthane c'est sympathique, la mousse polyuréthane, à l'instant où on la pose, ça comble les trous. Le problème, c'est qu'on sait qu'une mousse polyuréthane, au bout de 7-8 ans, elle est fortement dégradée. Et ce n'est pas un produit qui assure l'étanchéité à l'air. C'est un produit qui apporte une certaine isolation, un peu comme du polyuréthane,
thermique, mais c'est pas un produit qui assure l'étanchéité à l'air dans le temps. Donc, en aucun cas, ça ne peut suffire à faire une étanchéité à l'air. On a des belles moisissures liées à un pont thermique sur la figure de droite. Et puis en bas, on a des documents issus de l'agence qualité construction qui montrent ce qu'il faut faire dans l'idéal, avec le retour d'étanchéité à l'air, etc. Un mot, nous avons souhaité nous arrêter sur cette question de l'isolation. Nous avons souhaité faire un focus sur les matériaux biosourcés. Alors pour quelle raison? D'une part parce qu'on sait la région Grand Est promeut fortement l'usage de ces matériaux biosourcés, y compris par des aides financières. Ce sont également des matériaux qui sont amenés à se développer fortement, du moins peut-on l'espérer, dans le cadre de la réglementation environnementale 2020, puisque ce sont des matériaux dont le bilan carbone est extrêmement favorable. Donc très clairement, ce sont des matériaux qui doivent être encouragés dans le cadre de rénovation thermique. Nous souhaitions quand même vous rappeler, vous allez voir que c'est naturellement en rapport avec ce qui vient vous être dit, notamment sur les ponts thermiques. Nous souhaitions quand même vous rappeler que ces matériaux ont une caractéristique, ce sont des matériaux qui, d'une manière ou d'une autre, sont issus du vivant. Donc ils ont une sensibilité particulière à deux choses. La première, c'est à l'humidité. Madame Christine. Madame Christine, allô, je pense qu'un matériau, un micro doit être allumé. Oui, monsieur Prévost, je vous invite à éteindre votre micro, s'il vous plaît. Donc, des caractéristiques particulières pour les matériaux biosourcés, disais-je, donc sur une grande sensibilité à l'humidité. Donc, on le voit, une exposition à l'humidité qui a eu lieu dans le cadre d'un bâtiment en construction bois. On voit que les dégâts occasionnés par l'humidité perdurent dans le temps par la suite. Donc, ça signifie qu'en pratique, cette gestion de l'humidité, elle doit être à la fois faite en phase chantier, bien évidemment, notamment quand on est sur de la préfabrication et qu'on va stocker potentiellement un certain nombre d'éléments en phase chantier. Elle doit être faite au moment de la réalisation des travaux et notamment dans la conception. On a vu l'implication que peut avoir une mauvaise étanchéité à l'air sur des matériaux de construction, et puis elle doit être faite dans le temps aussi, puisqu'on imagine bien que ce type de matériaux confrontés par exemple à des dégâts des eaux en lien avec une rupture de canalisation peuvent prendre des proportions relativement importantes. Donc ça, c'est le premier élément, l'humidité. Le second élément qui concerne davantage la phase chantier, dans la plupart des cas, c'est la relative fragilité de ces matériaux biosourcés face au feu. Donc là, j'illustrerai par un cas un peu caricatural. On voit des travaux d'étanchéité qui sont faits. On voit le chalumeau qui est dirigé vers la partie en bois du bâtiment. Donc attention aux questions de feu en rapport avec ces matériaux biosourcés. Alors, vous me direz, cette question est tout aussi valable pour des matériaux en polystyrène, par exemple, qui sont à base de pétrole. C'est tout à fait vrai, mais ce qu'on cherche à faire avec les matériaux biosourcés, c'est d'éviter les contre-références. Donc, il est vraiment important d'être particulièrement vigilant sur ces aspects. Le second aspect sur lequel nous souhaitions insister, c'est celui du savoir-faire. On peut avoir l'impression, parce que finalement l'utilisation de ces matériaux biosourcés est un peu vieux comme l'humanité, on va dire que jusqu'à l'après-Seconde Guerre mondiale, on a construit majoritairement avec des matériaux biosourcés, et puis après la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à utiliser bien plus massivement et très majoritairement la maçonnerie et puis le béton. Ces matériaux biosourcés, même si, encore une fois, ils sont vieux comme l'humanité, ils nécessitent, dans leur mise en œuvre, d'être encadrés par un certain nombre de règles de mise en œuvre, par un certain nombre de savoir-faire. Et ça, j'ai voulu l'illustrer par la photo que vous voyez en bas. Donc, on a affaire à un mur en pisé dont on voit que il est en fort mauvais état. Donc, il est vraiment important, dès lors qu'on va souhaiter travailler avec des matériaux biosourcés, il est vraiment important d'aller chercher les compétences et les savoir-faire qui sont disponibles et qui sont bons. C'est-à-dire qu'il est important d'aller chercher les entreprises qui peuvent témoigner de références dans l'utilisation de ces matériaux biosourcés. Et puis le troisième point sur lequel on souhaitait attirer votre attention, qui dit retour d'utilisation de matériaux récents, dit tentation de travailler beaucoup avec de l'innovation. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'utilisation des matériaux biosourcés et notamment la construction bois s'accompagne très souvent d'une volonté d'être particulièrement innovant, d'être particulièrement novateur. Nous finalement, c'est plutôt l'inverse qu'on va vous encourager à faire, en veillant à toujours aller chercher, si possible, les règles de l'art existantes.
Alors, ces règles de l'art, elles sont parfois encore relativement peu nombreuses, mais c'est un paysage normatif et réglementaire qui évolue très vite. Donc, il est vraiment important de toujours commencer avant chaque projet, de commencer par faire un état des lieux, de faire un panorama des règles de l'art existantes, et puis finalement de recourir à des techniques innovantes uniquement si les règles de l'art qui existent déjà et qui sont des règles de l'art éprouvées, ne sont pas disponibles ou ne sont pas satisfaisantes pour un projet à un moment donné. Alors, pour quelles raisons est-ce qu'il est vraiment important d'utiliser ces règles de l'art, donc à la fois pour des questions de sûreté dans la réalisation du projet, mais également parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir un dialogue avec votre assureur notamment, et puis avec le contrôleur technique de bonne qualité. On voit la correspondance, donc technique courante, c'est du vocabulaire issu du code des assurances. Technique courante, c'est tout simplement ce qui va figurer de manière standard dans les polices d'assurance qui sont souscrites auprès d'un assureur. Donc on le voit, quand on peut recourir à des référentiels qui sont des référentiels issus du domaine traditionnel, donc les normes et DTU, les règles professionnelles et puis un objet particulier qui s'appelle la recommandation professionnelle RH. Quand on peut recourir au domaine traditionnel, on voit qu'on est automatiquement dans le domaine des techniques courantes, donc on va pouvoir s'assurer dans de bonnes conditions. Quand on va sortir du domaine traditionnel et rentrer dans des procédures type avis technique ou ATEX, avis technique d'expérimentation, il faudra passer par un SAS qui est celui de la commission prévention produit de l'agence qualité construction, qui validera ou qui ne validera pas l'utilisation de ces avis techniques, ou plutôt le passage de ces avis techniques en technique courante. Donc encore une fois, utiliser des règles professionnelles et des normes et DTU qui sont éprouvées, c'est souvent la meilleure façon d'avoir un dialogue simple et efficace à la fois avec le contrôleur technique quand on est dans un bâtiment qui nécessite l'intervention du contrôleur technique, mais également avec l'assureur dans de bonnes conditions. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, donc je n'ai pas le temps de m'étendre aujourd'hui car nous sommes déjà assez avancés dans le temps, voire même très avancés dans le temps, il va falloir accélérer. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur notre publication sur les isolants biosourcés. Le second point sur lequel je voulais attirer votre attention dans le cadre des travaux d'isolation notamment, c'est celui de la préfabrication. On voit que la préfabrication est quelque chose qui est en train de se diffuser, qui est de plus en plus utilisé. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que je n'en aurai pas la possibilité, je n'en aurai pas le temps, simplement vous dire que la préfabrication nécessite toujours une phase étude qui soit assez longue. On est vraiment sur une manière de faire qui nécessite de ne pas bâcler, de ne pas accélérer la phase étude. Tout simplement pourquoi? Parce qu'une fois arrivé sur le chantier, on aura beaucoup de mal à récupérer des erreurs ou des insuffisances qui ont pu être réalisées. On le voit, on a un niveau de détail dans la préfabrication, on le voit à travers les tranchées qui ont été réalisées en atelier. On est sur un niveau de détail et sur un niveau de tolérance qui est plutôt de l'ordre du millimètre que du centimètre, donc qui nécessite vraiment d'être pensé très en amont. Et le second élément sur lequel je voulais attirer votre attention, donc là on serait plutôt sur de la préfabrication 3D, sur du modulaire 3D, c'est qu'un chantier qui fait intervenir de la préfabrication, c'est un chantier qui nécessite d'être pensé en amont dans son organisation. Pourquoi? Tout simplement pour éviter, je le disais tout à l'heure, pour éviter que les éléments préfabriqués arrivent en désordre sur le chantier, pour éviter que ces éléments soient difficiles à stocker sur le chantier, pour éviter également que ces éléments préfabriqués ne soient soumis aux intempéries. Donc c'est vraiment quelque chose qui nécessite d'être pensé en amont. Deux rapports que je vous suggère de compulser si vous le souhaitez, qui vous permettront d'élargir ces points. Construction bois de plus de 8 mètres de hauteur et puis la construction modulaire tridimensionnelle. Et je poursuis et je laisse la parole à Julien sur les installations techniques en accélérant un tout petit peu, Julien, parce qu'il est déjà 3h15. Oui, alors, du coup, installation technique, voilà, deux petites illustrations, ça rejoint ce que Bertrand montrait au début. Bon, c'est des photos réelles, je veux dire, c'est des contrôles qu'on a menés sur des vrais chantiers. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont posées parfois sur le terrain. Donc évidemment, vous l'aurez tous compris, il faut éviter ce genre de choses. Et aujourd'hui, la ventilation, un chiffre, 50% des installations de ventilation présentent un problème, tout problème. Donc voilà, en général, tous les contrôles qu'on fait, il y a 50% des installations de ventilation qui sont non conformes. Donc voilà, ça doit vous alerter sur le fait que c'est un poste particulièrement délicat et à surveiller. Globalement, si on étend la question au-delà de la ventilation, le travail sur les installations techniques dans de la rénovation, les études montrent que c'est statistiquement ce qui est le plus réalisé. C'est-à-dire que lorsqu'on intervient sur un poste, deux postes, trois postes,
Le travail sur la chaufferie, le travail sur les systèmes, ça fait partie des choses qui sont souvent mises en œuvre. Donc, raison de plus pour le faire correctement. Le dimensionnement de ces installations doit être pensé en fonction des besoins. Il y a le fameux credo de l'association Négawatt. D'abord, on réduit le besoin et ensuite, on dimensionne son installation de chauffage. Ça paraît comme ça paraît intelligent dit comme ça, mais malheureusement, c'est souvent fait dans l'autre sens en fait. Parce que plus on consomme, plus améliorer le rendement de sa chaudière, finalement, a un impact monétaire immédiat et important. Donc, sur une passoire, passer de 70% de rendement à 95% de rendement, on gagne 25% d'une très grosse facture, donc on gagne aussi beaucoup d'argent. Et le travail sur la chaudière est immédiatement extrêmement rentable et en 2-3 ans, on a amorti la chaudière. Bon. Sauf qu'ensuite, on se retrouve avec une grosse chaudière et si on isole son bâtiment, on va avoir une chaudière qui va être surdimensionnée pendant 15-20 ans. Maintenant, si on raisonne à l'inverse, qu'on réduit le besoin de notre bâtiment, donc d'une passoire, on passe à un bâtiment qui est correct, mettons classe C du DPE. OK, ensuite on change la chaudière, pareil, on gagne le rendement, on passe à 95% alors qu'on était à 70%. Bon, on va gagner 25% d'une facture qui était quand même 2-3 fois plus faible que la première. Donc du coup, le temps d'amortissement de la chaudière va être multiplié par 2 ou par 3. Ce sera peut-être toujours intéressant quand même, mais c'est moins impressionnant. Et souvent, quand on présente, si on regarde les chiffres bruts de temps de retour sur investissement, changer la chaudière, ça paraît l'idée du siècle si on fait que ça. Le réseau de chaleur, alors heureusement c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, mais le nombre de réseaux de chaleur urbains est en augmentation. Ils sont de plus en plus ils chauffent de plus en plus à base d'énergie décarbonée. Enfin, c'est quelque chose quand même très vertueux. Et donc ça, c'est quelque chose, notamment si vous êtes maître d'ouvrage, pensez-y. Le raccordement au réseau de chaleur, c'est un truc à étudier absolument. On voit tout de suite si c'est possible ou pas, mais c'est quand même en général quelque chose de très intéressant. Dans les points clés qu'on aime citer, il y a l'anticipation de l'entretien-maintenance. S'il vous plaît, pas de pièces techniques inaccessibles ou trop compliquées à gérer, sur lesquelles les techniciens vont galérer ensuite pendant 20-30 ans à faire leurs travaux, ils vont me dire à chaque fois qu'ils doivent intervenir. Des choses simples, mais il faut y penser au départ. La simplicité des installations, c'est-à-dire que éviter les interfaces trop compliquées que personne ne saura gérer. Choses simples qui fonctionnent longtemps, que les personnes qui sont en charge de du maintenance du bâtiment sauront comprendre, sauront gérer, sauront se passer les uns les autres lorsque les personnes vont changer. Parce que c'est pas parce qu'à l'instant T, tout paraît très clair que 5 ans après, les gens ont encore la mémoire de l'ensemble des réglages super complexes qu'il faut mettre en œuvre. Donc voilà, pensons long terme, pensons simplicité, et puis pensons aussi utilisateur. Si jamais chacun aime, et c'est montré par de nombreuses études sociologiques, c'est important que les gens aient le sentiment de pouvoir agir sur leur environnement, que ce soit pour l'éclairage, que ce soit pour le chauffage, éventuellement la clim, l'ouverture des fenêtres. Voilà. Si on peut, que chacun dans son bureau puisse agir sur son environnement immédiat avec une certaine plage de manœuvre, c'est quelque chose qu'il faut anticiper, c'est quelque chose qui contribue grandement à l'acceptabilité du projet. Et puis un petit coup sur le tertiaire ou sur les établissements scolaires, par exemple. On a beaucoup de bâtiments des années 60-70 avec des bouclages d'eau interminables qui sont l'objet de pertes monstrueuses. Et donc ça, c'est si on intervient sur ces bâtiments, réfléchir à leur raccourcissement des bouclages, voire même leur suppression complète, c'est quand même en général assez malin. Alors dans le domaine des équipements, une autre grande tendance, au même titre que l'utilisation des matériaux biosourcés pour l'isolation, c'est le développement très important du photovoltaïque. Alors nous souhaitions faire un focus sur cette question pour 2 raisons. D'une part, parce qu'il y a des enjeux de sécurité, je vais essayer d'en donner quelques éléments. Et puis, il y a une question de rentabilité, notamment quand on travaille en autoconsommation. Donc, sans pouvoir couvrir l'intégralité des questionnements du point de vue de la sécurité, d'abord j'en serais à vrai dire incapable, mais simplement rappeler, alors par exemple on voit sur la photo à gauche que des onduleurs, il faut les installer dans des locaux qui sont correctement ventilés parce que sinon on a un risque de surchauffe important. Autre aspect, alors la photo en bas à droite, ce qu'on arrive à identifier, les petits points jaunes, ce sont tout simplement des points chauds, des hotspots, donc qui témoignent d'un dysfonctionnement des panneaux photovoltaïques, dysfonctionnement qui peut aller jusqu'à l'incendie, donc il convient vraiment de le traiter comme un sujet de sécurité important. Donc ces points chauds, ils peuvent avoir plusieurs origines, ils peuvent avoir notamment pour origine une mauvaise qualité de panneaux photovoltaïques. Nous à l'agence qualité construction, nous avons encore un certain nombre de
de référence que nous avons placés en surveillance, mais de manière plus prosaïque, ça peut être lié, par exemple, alors on le voit sur la photo en bas à gauche, hein, un vrai problème d'entretien des panneaux et notamment d'entretien de la propreté des travaux des panneaux. Donc les recommandations de Julien sur le fait de prévoir des contrats de maintenance, ça vaut également pour des panneaux photovoltaïques, prévoir des contrats de maintenance qui permettront de nettoyer régulièrement les panneaux. Plus prosaïquement également, ce qui peut être à l'origine de points chauds, ce sont des masques hein, sur les panneaux photovoltaïques, des ombrages qui vont gêner le bon fonctionnement des panneaux photovoltaïques au point parfois de mettre en question le bon fonctionnement et la sécurité de l'installation. Alors sur la rentabilité de l'installation, encore une fois, notamment quand on est en autoconsommation, là aussi on retrouve des points qui ont été évoqués par Julien. Il est certain qu'il est important de prévoir dès le début une installation qui soit correctement dimensionnée. Donc on le voit, hein, le diagramme qui illustre en fait une installation photovoltaïque très largement surdimensionnée, qui couvre 4, 5 ou 6 fois les besoins réels du bâtiment. Il est certain qu'on aura beaucoup plus de mal à rentabiliser son investissement. Ce que cherche à illustrer la photo en bas à gauche, c'est une tendance. Hein, on voit qu'on demande de plus en plus aux toitures, c'est-à-dire qu'on va installer, on va parfois installer de la végétalisation, on va installer des antennes, on va installer bien évidemment les équipements en lien avec la chaufferie ou avec la ventilation. Et puis on va vouloir également rajouter du photovoltaïque, au point parfois de ne plus disposer de la place nécessaire. Donc là on le voit, hein, la place nécessaire n'étant pas disponible, on a finalement installé les panneaux photovoltaïques à plat au risque de diminuer grandement la rentabilité et l'efficacité de l'installation. Et puis on le voit en bas à droite, là encore une fois, hein, sur les questions de rentabilité de l'installation. Là aussi, il y a des questions d'ombrage, il y a des questions de propreté. Donc il est important d'avoir ces éléments en tête lorsqu'on souhaite rentabiliser son installation photovoltaïque. Donc là aussi, hein, sans m'étendre, nous avons plusieurs documents que je vous invite à consulter si vous le souhaitez, mais je continue car nous manquons un peu de temps et je laisse à nouveau la parole à Julien sur les questions de qualité d'air intérieur. En étant, Julien, vraiment rapide. Oui, du coup, en plus, il va y avoir effectivement, comme l'a dit Michel, des séances spécifiques sur ce sujet, mais simplement pour vous rappeler que, parce que dans le plan de relance, on est un peu concerné finalement, notamment le plan de relance vers les collectivités, où on va être amené à faire des travaux potentiellement dans des ERP, dans des éléments qui accueillent du public, notamment des écoles par exemple. Et du coup, il y a quand même une loi hein, QAI-ERP, donc il y a quand même des obligations là où on travaille. Il faut assurer donc l'hygiène des billes d'air neuf. Donc vous voyez par exemple dans les locaux de bureau, le code du travail impose quand même un renouvellement de l'air. Donc c'est une exigence de résultat. C'est-à-dire que ce renouvellement de l'air peut être fait parce que vous voulez, mais il doit être fait. Voilà, donc charge quand même aux équipes de conception de s'assurer que ce soit bien le cas. Sachant que c'est à charge à l'employeur de ensuite maintenir le bon fonctionnement des installations. Il peut y avoir derrière des procès. Dans les ERP, toujours, pour les non-salariés, on a aussi des règles. Voilà, donc enfin, en gros, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'on a des règles pour tout. Hein. Et donc, grosso modo, il faut assurer un débit d'air neuf par occupant dans les bâtiments, que ce soit du mécanique, du naturel, de l'ouverture de fenêtre, ce que vous voulez. Par contre, il faut l'assurer. Et le problème, c'est que si vous êtes qu'en ouverture de fenêtre, c'est difficile de l'assurer 100% du temps, parce qu'il y a des moments où, même si les fenêtres sont ouvertes, à cause des conditions climatiques, à cause de diverses choses, ça ne fonctionne pas. L'idée étant d'arriver à un taux de CO2 dans la pièce qui soit inférieur à 1000 ppm. Donc, on en a beaucoup parlé avec le Covid en ce moment de ce genre de choses, mais c'est un sujet qui va au-delà, évidemment. Sur les écoles, et notamment l'actualité réglementaire, il y a ce petit image, la surveillance de la qualité de l'intérieur dans les lieux accueillant les enfants. C'est un sujet fort actuel. À partir de 2018, on met mise en œuvre de ces obligations de suivi. Et vous voyez que ça s'étale dans le temps pour différents types d'établissements. Bertrand, tu peux passer. Ce qu'il faut retenir, c'est que le propriétaire du bâtiment, donc souvent les communes, par exemple dans le cas des écoles primaires maternelles, est responsable. Il faut surveiller à ses frais, créer une convention pour surveiller la qualité de l'intérieur, donc par des mesures régulières par exemple. Et donc il y a un protocole qu'il faut mettre en place, il faut le renouveler tous les 7 ans avec un bilan. Et puis s'il y a des dépassements,
des valeurs, il faut faire une campagne de mesure qu'il faut réitérer sous 2 ans pour regarder que les mesures correctives ont bien été efficaces. Voilà, tout un tas d'éléments qu'il faut avoir en tête. Et résultat des courses, si on fait des travaux, c'est assuré que dans nos travaux, on pourra avoir le renouvellement d'air qui va bien. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourra avoir la ventilation traversante avec l'ouverture de fenêtres? Est-ce qu'on aura le système de VMC qui marche bien, qui est suffisamment dimensionné? Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir faire la surventilation nocturne, etc., etc. Est-ce que vraiment mon projet contient bien ces éléments-là pour que je puisse être serein sur cette question? Alors, un aspect aussi sur lequel nous souhaitions faire une nouvelle fois un focus, c'est celui du confort d'été, qui à vrai dire relève parfois purement et simplement de la surchauffe. C'était simplement pour vous dire que ces travaux de rénovation peuvent être l'occasion d'économiser de l'énergie en termes de chauffage bien évidemment et d'amélioration de confort, mais peuvent être également l'occasion pour un certain nombre de bâtiments d'améliorer le confort d'été. Alors comment? Donc là différentes illustrations, hein. Donc la photo en haut à gauche, il s'agit tout simplement d'une conception défaillante dans le sens où on a une grande baie vitrée qui donne sur un sol chauffant. Donc là on imagine que l'inertie est extrêmement importante et qu'il est compliqué de refroidir la pièce, notamment en période d'intersaison. Donc ça peut être l'occasion de travailler ce genre d'aspect. La photo en bas à gauche, donc c'est à l'occasion d'une rénovation, l'occasion a été saisie pour réduire tout simplement la surface vitrée qui était disponible. Donc on était sur une surface vitrée plein est si je ne me trompe pas. Donc l'occasion a été saisie de réduire cette surface vitrée pour diminuer tout simplement les problématiques de surchauffe. Quelque chose qu'on voit encore trop souvent dans les bâtiments, et notamment dans les bâtiments un petit peu anciens, c'est la confusion entre les rideaux et entre les occultants qui sont destinés à diminuer la luminosité, et puis les équipements comme les BSO, les brise-soleil orientables, qui ont vraiment pour fonction de casser l'apport thermique, l'augmentation de la température. Donc ça peut être également l'occasion de travailler en ajoutant ces brise-soleil quand ils ne sont pas disponibles. Autre aspect, on le voit dans nombre de bâtiments et notamment sur les périodes d'intersaison, on a parfois affaire à des bâtiments qui sont dans certaines parties d'entre eux encore froids. Il suffit d'avoir une exposition un peu au nord, donc on va avoir un mois de mars un peu frais, on va avoir des parties du bâtiment qui sont encore très fraîches. Et puis à l'inverse, pour l'exposition sud, on va avoir des parties du bâtiment qui sont déjà trop chaudes. Donc ça peut être l'occasion de travailler sur ces aspects en différenciant les équipements de chauffage et en veillant à ce qu'on ait des circuits qui soient différents et qui permettent d'avoir un pilotage un peu plus fin, un peu plus différencié des différentes parties du bâtiment. Ça peut également être l'occasion, on parlait de l'inertie parfois de certains équipements de chauffage, ça peut être l'occasion de remplacer des équipements un peu lourds avec une forte inertie par des équipements qui ont une réactivité un peu plus rapide et qui permettront de couper le chauffage, de couper l'apport thermique un peu plus rapidement, un peu plus facilement, notamment lors des périodes d'intersaison où les variations de température peuvent être importantes dans le cours de la journée. Là, pareil, vous connaissez désormais nos publications. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez jeter un coup d'œil sur notre site internet et télécharger les rapports du programme Rex Bâtiment Performant. Alors le relamping, je l'ai dit, c'est un des grands éléments, c'est une des grandes catégories de travaux qui ont été effectués, qui sont en projet dans la région Grand Est. Alors pourquoi? Alors rappelez que le fait d'avoir un éclairage artificiel et un bon éclairage obéit à plusieurs obligations. Donc la première, c'est tout simplement assurer une sécurité de développement, et là on est sur des obligations qui relèvent du code de travail. C'est également faire en sorte que la quantité que la lumière soit suffisante pour les activités qu'abrite le bâtiment. Donc là aussi on est à la fois sur un mélange de réglementaire et puis d'obligations qu'on va trouver dans le code du travail. Mais c'est la raison pour laquelle elles sont réalisées aujourd'hui, mais c'est également l'occasion de maîtriser et de diminuer la consommation énergétique. C'est un poste sur lequel on va pouvoir agir relativement rapidement et relativement facilement, d'où l'envie des maîtres d'ouvrage d'intervenir sur ce sujet. Et puis on voit de plus en plus une ambition qui dépasse un petit peu les simples questions de réglementaire et puis les questions de consommation énergétique. On essaye de plus en plus de travailler le confort visuel, de travailler l'ambiance lumineuse en fonction des lieux dans le bâtiment, donc c'est aussi un aspect à ne pas négliger.
Alors, sans beaucoup m'attarder, je regarde rapidement quelle heure il est. Sans beaucoup m'attarder, alors premier rappel, hein, on le voit sur la photo à gauche. Premier rappel. Chercher à améliorer les économies d'énergie de son éclairage artificiel, la première démarche, c'est quand même veiller à ne pas perdre de vue que la meilleure source d'éclairage demeure malgré tout l'éclairage naturel. Et là, on le voit, hein, on a un bureau qui a été installé dans un coin nécessitant un éclairage artificiel important, alors qu'on le voit, on a une baie vitrée qui aurait permis de bénéficier d'un éclairage naturel facilement. Donc pensez, hein, lorsqu'on va rénover son bâtiment, pensez également à l'organisation et au placement des lieux de travail, des lieux de stationnement pour maximiser l'utilisation de la lumière naturelle. Le second aspect qui relève là franchement de la santé, on sait que la lumière bleue qui est produite par les LED notamment peut avoir une incidence néfaste sur la rétine, et notamment, ça s'est démontré, sur la rétine des très jeunes enfants, enfin sur la rétine des enfants dont le système visuel n'est pas encore tout à fait mature. Donc il est vraiment important, donc d'une part de veiller à choisir des LED qui soient des LED de qualité, qui répondent aux normes en vigueur. Et puis, si on se lance dans une rénovation globale de son bâtiment du point de vue de l'éclairage, ça peut être l'occasion éventuellement de faire des mesures, hein, de vérifier que les LED qui sont déjà en place répondent bien aux obligations en termes de limitation de l'intensité relative de lumière bleue. Ça peut être aussi l'occasion de modifier les LED déjà en place. Un autre aspect, là, ça on le voit, hein, des problèmes qu'on voit assez souvent, c'est celui des scintillements, donc là aussi qui peut avoir un impact relativement lourd sur l'état de santé des habitants. Alors souvent, quand on a des problèmes de scintillements, c'est lié soit à la qualité du driver du pilote, soit à la qualité du tube à proprement parler. Donc pensez à vérifier ces aspects-là. Et puis dernier aspect qui peut aussi avoir un impact relativement lourd sur la fatigue des habitants et sur leur bien-être, c'est celui des couleurs. Donc veillez lorsqu'on a décidé de modifier l'éclairage, veillez à ce que les couleurs soient correctement rendues dans le bâtiment. Autre aspect donc, qui relève là aussi de l'économie et puis de l'ergonomie. Donc on voit assez souvent, donc c'est le cas sur la photo en bas à droite, on voit assez souvent des installations qui sont des systèmes de régulation qui sont automatiques, mais qui ne sont pas forcément, qui ne fonctionnent pas toujours. Et lorsque ça ne fonctionne pas, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément de possibilité d'intervenir directement sur l'éclairage, sinon en intervenant directement au niveau du tableau électrique, hein. Donc là on voit on a un éclairage alors que l'éclairage naturel serait amplement suffisant. L'autre aspect, quand on a des commandes manuelles qui sont des commandes manuelles bien faites, on s'aperçoit malheureusement que celles-ci sont parfois regroupées dans un seul et même endroit, ce qui n'incite pas vraiment les gens à intervenir directement sur l'éclairage lorsque celui-ci est suffisant, tout simplement parce qu'il faut traverser la moitié du bâtiment. Et puis troisième aspect, il est parfois tentant, hein, lorsqu'on fait du Olympique, il est parfois tentant d'essayer d'utiliser les équipements qui sont déjà disponibles et simplement de les faire évoluer. Mais on le voit, hein, sur le schéma, on voit sur le schéma que j'ai pu créer, on s'aperçoit par exemple, lorsqu'on va travailler sur une applique, on va s'apercevoir que si l'ampoule utilisée n'est pas la bonne, on va s'apercevoir qu'on a un éclairage qui est tout à fait insatisfaisant dans son fonctionnement. Voilà. Donc le message qu'on peut faire passer sur le relamping, c'est que c'est pas quelque chose qu'on peut faire à moitié en tentant de modifier qu'une partie des équipements. Il faut vraiment faire une intervention générale sur l'ensemble des équipements disponibles. Et je vous l'avais dit, le dernier élément sur lequel nous souhaitions insister avant s'il nous reste un petit peu de temps avant éventuellement de prendre vos questions, rappelez que faire des travaux de rénovation énergétique, c'est forcément faire aussi d'autres travaux. Et simplement, je voulais, au risque d'enfoncer des portes ouvertes, je voulais simplement rappeler, donc à partir des chiffres de l'Observatoire de la qualité de construction, donc là c'est l'édition 2020, mais l'édition 2021 va sortir prochainement, dans les semaines qui viennent. Donc simplement rappeler que les principales sources de sinistralité en France aujourd'hui demeure, donc quand on est sur des locaux d'activité, si on regarde le coût,
ce sont les revêtements de sol intérieur et notamment les carrelages, ce sont les revêtements de sol intérieur qui demeurent la principale source de sinistralité et le principal coût de sinistralité en France. Rappelez également que quand on regarde en fréquence, que ce sont également les toitures terrasses non accessibles avec isolants qui sont la 3e source de sinistralité en France. Donc pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que par les rénovations thermiques, par les relampings, ça ne signifie pas qu'il faut perdre de vue que des travaux plus standards sont souvent une source importante de sinistralité et ça signifie qu'il faut continuer à être particulièrement vigilant sur ces travaux. Alors par exemple sur les canalisations, rappelez également que les travaux sur les canalisations peuvent avoir un impact fort quand on va raisonner en termes de matières biosourcées par exemple, je l'ai expliqué tout à l'heure. Et le dernier élément sur lequel nous voulions attirer votre attention en termes de rénovation, on le sait, un réchauffement climatique a lieu, est en cours. On sait que celui-ci, même s'il était maîtrisé, aura une incidence sur le climat tel qu'il fonctionne aujourd'hui. On peut éventuellement penser que cette incidence a déjà commencé à se manifester. Donc, Katharina l'a dit, des températures qui sont des températures extrêmes avec un impact fort sur le fonctionnement des bâtiments. Alors, c'est sur ces différents impacts sur le bâtiment que j'aurais voulu revenir. Alors, rappelez, on parle encore assez pudiquement d'un confort d'été, mais à vrai dire, dans beaucoup de cas, on est de plus en plus souvent sur de la surchauffe pure et simple. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas uniquement des effets de température extrême, on a aussi des vagues de chaleur qui durent dans le temps, c'est-à-dire qu'on va avoir des vagues de chaleur qui durent maintenant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ce qui signifie qu'en pratique, quand un bâtiment est exposé à une chaleur extrême pendant plusieurs jours d'affilée, on se retrouve sur des problématiques de gestion de la surchauffe qui sont très compliquées à maîtriser. J'aime beaucoup cette slide qui est issue d'une présentation qui a été faite par Terra Énergie, le bureau d'études Terra Énergie, lors d'une conférence organisée par Envirobat et Énergie Vipro. Donc c'est simplement pour vous rappeler que on a encore beaucoup de bâtiments qui fonctionnent en suivant les fichiers climatiques de l'ART 2012. Et on voit quand on utilise ces fichiers climatiques et quand on les compare avec des mesures qui ont été effectivement faites en 2018 à Strasbourg, quand on les compare avec les projections qui sont celles du GIEC pour 2080, et quand on les compare avec des projections qui seraient celles du GIEC avec des systèmes de refroidissement, on s'aperçoit qu'on a des bâtiments qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon, avec des besoins en termes de puissance de chauffe qui demeure encore relativement important pour un bâtiment réalisé en suivant les fichiers climatiques de l'ART 2012, mais qui deviennent pour ainsi dire inexistants ou quasiment inexistants quand on est sur des températures qui sont celles que projette le GIEC en 2080, et qu'à l'inverse on va avoir des problématiques d'augmentation de la surchauffe, donc qui sont en RT 2012 quasiment existants, mais qui pour le même bâtiment passent quasiment à un tiers du temps de fonctionnement du bâtiment, avec bien évidemment à la clé des besoins en termes énergétiques pour le refroidissement qui deviennent très importants quand on regarde les projections pour un climat 2080 avec rafraîchissement. Un autre élément sur lequel je voulais attirer votre attention, vous savez que les questions d'assurance, que la responsabilité des constructeurs peuvent être attirées lorsqu'on parle d'assurance décennale, peuvent être mises en cause pour deux raisons. La première, c'est celle de la solidité. La seconde, c'est celle de la propriété à destination. Donc la propriété à destination, c'est tout simplement lorsque le bâtiment n'est plus en mesure de remplir l'usage pour lequel il a été conçu. Ce qu'on voit, et à mon avis c'est amené à se développer dans les années qui viennent, ce qu'on voit de plus en plus souvent, c'est une impropriété à destination qui est appliquée dans des questions de surchauffe. Donc là, je vous ai reproduit l'avis du Conseil d'État, qui est la Cour d'appel sur les questions en lien avec les questions de contentieux en lien avec l'assurance construction. Ce qu'on voit, c'est que le Conseil d'État a estimé pour une école primaire, qu'une école dans laquelle une température supérieure à 34 degrés plusieurs jours dans l'année rendait de fait cette école impropre à destination, tout simplement parce que le Conseil d'État a estimé que des élèves dans des températures aussi importantes plusieurs jours d'affilée n'étaient plus en mesure d'apprendre correctement.
Donc ces questions vont certainement se développer. Dans ce cas précis, c'est l'architecte qui a été jugé responsable de ce sinistre en rapport avec l'impropriété à destination. Donc je pense qu'il est vraiment important de l'anticiper dès à présent. Un autre élément qu'on oublie assez souvent quand on parle d'augmentation des températures, c'est que parallèlement, les météorologues nous disent que les précipitations vont demeurer constantes. Alors certes, ça sera probablement le cas, mais on oublie la seconde partie de leur explication, de leur analyse, qui est que les précipitations seront certes constantes, mais elles vont beaucoup varier d'une période à l'autre de l'année. Ce qui signifie qu'en pratique, on aura des étés bien plus chauds, bien plus secs, et des hivers qui seront bien plus humides, avec des phénomènes d'inondation notamment qui risquent d'aller en s'accentuant, avec des crues décennales par exemple qui pourraient revenir tous les 2 ou 3 ans, des crues centenales qui pourraient avoir lieu tous les 20 ans. Voilà, donc une vraie problématique dans le domaine. Ce qui peut avoir une implication forte quand on pense aux isolations, par exemple. Est-il pertinent d'isoler des bâtiments en matériaux biosourcés dans des zones dont on sait qu'elles sont inondables? La question se pose. Est-ce que dans ces cas-là, au risque de faire hurler peut-être certaines personnes, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt utiliser des matériaux qui sont d'une manière ou d'une autre synthétiques? La question est ouverte, encore une fois, l'enjeu c'est de ne pas refaire 2, 3, 4 ou 5 fois des travaux, ce qui encore une fois n'est pas la meilleure manière d'économiser la consommation d'énergie. Voilà, ça c'est les chiffres pour vous dire l'ampleur de ce qui nous attend. On a un livre blanc de la Fédération française de l'assurance qui a été publié il y a quelques années maintenant, qui cherchait à chiffrer le coût de l'augmentation des risques naturels en lien avec le réchauffement climatique. Donc on voit que pour la période 88-2013, ces coûts étaient de un peu plus de 48 milliards d'euros. On voit que pour la période 2014-2039, les assureurs anticipent un coût qui sera de 92 milliards d'euros, donc un quasi doublement, alors qui n'est pas uniquement lié au risque naturel, qui est lié aussi au fait que les bâtiments sont peut-être de plus en plus chers à la réalisation, que bien évidemment la France est un pays qui s'enrichit, donc on a de plus en plus d'équipements et de biens de valeur à l'intérieur des bâtiments, mais ayez quand même en tête que sur ce quasiment doublement, on estime quand même qu'un tiers est en lien direct avec le réchauffement climatique, avec, on le voit, une augmentation des coûts liés aux tempêtes, 114% pour les inondations, et puis 162% sur un phénomène dont je n'ai pas parlé, parce qu'il concerne a priori relativement peu les bâtiments d'une certaine taille, mais qui concerne directement les maisons individuelles, par exemple, qui est celui du retrait gonflement argile. Voilà. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site de la mission Risque Naturel, donc qui produit régulièrement des documents tout à fait intéressants. Voilà, donc hop, nous arrivons au terme de notre présentation, en ayant dépassé un peu. Nous en sommes désolés. Donc simplement, encore une fois, on a essayé vraiment de couvrir l'intégralité des sujets que vous pourriez être amenés à vous poser que vous pourriez être amenés à traiter dans le cadre d'une rénovation. On a certainement pas pu être exhaustif, mais si vous souhaitez davantage d'informations, vous avez des pistes pour aller approfondir les projets. Un message quand même sur lequel nous voulons insister, qui servira de conclusion. En tout état de cause, il est important d'établir vos priorités dès l'amont et les travailler dès les phases études. Vous risquez sinon d'avoir beaucoup de difficultés si vos priorités arrivent un peu tardivement dans votre projet. Vous risquez d'avoir du mal à réellement les mettre en avant, à réellement les prioriser. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour ce contenu qui était très riche. Vous l'aurez compris, on a un petit peu dépassé sur l'horaire, donc je vous propose maintenant de faire 10 minutes de questions, puis nous prendrons uniquement 5 minutes de pause pour reprendre par la suite. Donc je vais lire les questions les plus pertinentes depuis le départ. Alors, si Michel et Katharina peuvent rallumer leur vidéo aussi. Donc, première question. Qu'en est-il de l'évolution réglementaire sur la rénovation énergétique? Il me semble que j'ai répondu dans le chat. Donc, c'est pas prévu à court terme là qu'il y ait une
une réforme de la RT dans l'existant, hein, mais bien sûr, la réglementation, c'est le socle de base et rien n'interdit de faire mieux, hein, notamment en mobilisant les labels. Je ne sais pas si tu veux compléter, Julien. Oui, juste pour dire que le label Effinergie Rénovation vient de faire peau neuve et c'est la nouvelle mouture de ce label vient juste de sortir. Donc, je vous invite à regarder ça. C'est voilà. Donc, actualisation en cours là ces jours-ci du label Effinergie Rénovation. Merci. Vous prenez l'exemple de la rénovation de toiture avec un isolant polyuréthane, pas trop top comme biosourcé. Est-ce accepté? D'autres recommandations. Donc, comme vous l'aurez compris, on essaye de mettre aussi en avant les matériaux biosourcés, hein, mais bien sûr en prenant en compte tous les points de vigilance à avoir. Donc, si vous voulez répondre à cette question-là, Bertrand. En deux mots, sur l'image, on voyait une isolation en sarking, c'est-à-dire par l'extérieur. Et c'est souvent en fibre de bois dense, soit en polyuréthane en général, hein, ces isolations-là. Alors, le polyuréthane, bien sûr qu'il est autorisé. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de matériaux sous avis technique qui sont interdits. Après, rien n'empêche de privilégier le biosourcé si on a envie de privilégier le biosourcé. Mais aujourd'hui, ce type d'isolation en polyuréthane fonctionne. Et en ayant en tête, bien évidemment, quand on fait, là c'est particulièrement le cas pour les toitures, quand on travaille des matériaux biosourcés, les points singuliers, hein, typiquement des points singuliers mal réalisés peuvent être source d'une sinistralité importante. Donc matériaux biosourcés, oui, mais en étant particulièrement attentif aux finitions et aux points singuliers. Comment est-ce que l'on traite l'étanchéité à l'air en rénovation? Et est-ce que quand on traite cette étanchéité, c'est uniquement quand on traite l'isolation thermique? Vaste question. Traiter l'étanchéité à l'air en rénovation, c'est justement apporter un soin aux différentes interfaces. En fait, c'est surtout recruter des entreprises qui savent traiter ce sujet. Respecter les règles de l'art et les DTU, ça suffit pas en fait, hein, pour avoir une bonne étanchéité à l'air. Il faut aller au-delà aujourd'hui. Ça, c'est un constat qu'on peut faire. Et donc, c'est le travail des compagnons, c'est le travail du maître d'œuvre, c'est le maître d'ouvrage qui doit insister dans son programme, dans son cahier des charges pour que ces éléments-là soient bien traités. Et c'est un travail de l'ensemble de la chaîne en fait. En ayant en tête là aussi qu'une étanchéité à l'air mal réalisée peut avoir un effet sinistrant réel, donc il s'agit d'être particulièrement attentif sur le sujet. Merci. Je vois que vous avez répondu à la différence entre la perméabilité et l'étanchéité. Donc ça a déjà été répondu. Pour l'AQC, pouvez-vous nous confirmer que la CDP n'intervient pas dans la validation d'un ATEX? Effectivement, sur les ATEX, la validation est directe. Donc la commission prévention produit de l'AQC n'intervient que sur les règles professionnelles. Donc ça a été le cas par exemple pour la paille ou dans la validation des avis techniques. Sur l'éclairage, j'avais un commentaire de Romain Lot sur le fait que la qualité d'éclairage fait aussi partie intégrante de la loi de 2005 sur l'accessibilité et reste fondamentale pour l'accueil des personnes en situation de handicap visuel, notamment en photosensibilité. Donc, c'est très large comme handicap. Voilà. Oui, et effectivement, je n'ai pas parlé de cet aspect, ce qui est un oubli de ma part. Mais ce qu'il faut retenir, encore une fois, c'est que modifier son éclairage, le seul objectif ne peut pas être la réduction de la consommation d'énergie. Il faut vraiment penser un peu plus large et penser le confort des usagers, quel qu'il soit, encore une fois. Merci. Y a-t-il, selon vous, des points d'attention avec les pétrosourcés et minéraux? Exemple, laine de verre non protégée à la vapeur d'eau ne fonctionnera pas plus que laine de bois dans les mêmes conditions. Si. Mais on peut pas dire les choses comme ça. En fait, l'ensemble des isolants, quelle que soit leur nature, nécessite qu'on se pose la question du transfert d'humidité. La façon de les mettre en œuvre sera différente, mais dans tous les cas, il y aura une réflexion à avoir, une certaine mise en œuvre qu'il faudra soigner, qu'on soit dans l'un ou dans l'autre. Et alors, certains vont être un peu plus résilients que d'autres dans telle ou telle situation. Ils auront globalement des comportements qui vont être radicalement différents, chacun avec leurs avantages, leurs inconvénients, mais voilà, on ne peut pas avoir une réponse tranchée comme ça de but en blanc.
Et il est certain que voir des isolants comme la laine de roche par exemple, qui sont exposés à toutes les intempéries sur les chantiers, comme on le voit très souvent, hein, soit c'est stocké dans 5 cm d'eau, soit les plastiques sont ouverts et les isolants ne sont pas protégés, n'est pas une bonne manière de procéder non plus. Est-ce que les pans de façade végétalisés et les toitures blanches font partie de vos recommandations en ce qui concerne la réduction de la chaleur urbaine et la réduction de la conduction thermique par les toitures dans les bâtiments? La réponse est oui, hein. D'ailleurs, faute de temps, j'avais prévu d'en toucher 2 mots, et puis faute de temps, je m'y suis pas attardé. À condition pour les toitures végétalisées de bien garder en tête que ce sont avant tout des toitures. C'est-à-dire de ne pas sacrifier la première fonction d'une toiture, à savoir être étanche, au bénéfice de la végétalisation. Donc ça signifie en pratique, là aussi, hein, comme pour sur les autres sujets, de soigner particulièrement les points singuliers, de penser que ce sont parfois des toitures sur lesquelles on va être amené à intervenir à plusieurs reprises, donc qui peuvent être dégradées plus facilement. Et puis penser également à la végétalisation dans le temps, c'est-à-dire que parfois on a des végétalisations de toiture qui sont prévues pour durer 1, 2 ou 3 ans, qui ne sont pas entretenues. Donc là aussi il y a des enjeux en termes d'alimentation en eau, en termes de contrats d'entretien, maintenance, de manière à ce que cette toiture végétalisée dure dans le temps. Merci. Il me semble qu'on a répondu dans la conversation à énormément d'interrogations. Je vous invite encore à poser vos questions si vous en avez. Si ce n'est pas le cas, il y a pas mal de remerciements aussi, hein, bien sûr. Nous pourrons procéder à la pause puisque nous avons un petit peu de retard sur le programme. Pause de 5 minutes pour réouvrir à 14 heures. Voilà, je vous invite à faire la pause. Je vais remettre sur la conversation les liens de connexion pour les sous-groupes, sachant que le sous-groupe bâtiment d'enseignement peut rester sur Teams. Voilà, donc vous pourrez reprendre la main et ce sera Bertrand Chauvet qui animera ce sous-groupe à partir de 14 heures. Voilà, je vous invite tous à faire une pause. Et moi, je vous mets les liens de connexion vers les autres groupes. Je vous remercie à tous pour votre participation à cette première partie. J'espère qu'elle a répondu à vos attentes et à vos questionnements. Voilà, vous aurez accès au replay, bien sûr, sur YouTube et aux présentations si vous souhaitez. Revenez dans 10 minutes et puis voilà, je vous mets les liens. Merci beaucoup et puis merci aux intervenants pour leur présentation très riche. À tout à l'heure. Bonne pause.